suis fan de Biwix depuis longtemps. Mon livre préféré, c'est, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Le bonheur était pour demain, écrit par Monsieur Biwix. L'âge de l'Otech, j'avais bien aimé déjà, mais alors celui-là, trop bien. Alors, il a fait ressources. Alors, tous les bouquins, vous les aurez à la sortie, là, si vous voulez en acheter quelques-uns. Et donc, on va aller droit au but. On est très, très heureux de vous accueillir ici dans les locaux de Accor. Donc, merci à Colline, si elle est présente, elle est là-bas, qui nous accueille gentiment et gratuitement. Merci le réseau C3D, hein, c'est trop bien. Et donc, pour cette dernière conférence du semestre du cycle Le sens et l'action, donc on va enregistrer bien sûr cette conférence. On pourra bien sûr, vous pourrez la republier sur vos propres réseaux et surtout la montrer à vos collaborateurs dans vos organisations. Parce que là, on a vraiment une chance extraordinaire d'avoir l'un des meilleurs spécialistes en France et peut-être même au monde du sujet matière première, matériaux. Ça fait longtemps qu'il travaille sur ce sujet et c'est un sujet tellement important pour démythifier toutes les fables sur la croissance verte, notamment. Vous connaissez mon opinion là-dessus. Donc, comment ça va se passer? Je vais laisser la parole dans 1 minute à Philippe pour une masterclass. Hein, on ne va pas l'interrompre. Par contre, vous pouvez préparer, si vous avez des questions qui vous viennent tout au long de son exposé. On n'aura pas de micro qui va se balader à la fin. Vous allez taper les questions via l'application Pigeonhole. Donc, vous flashez le QR code, vous tapez votre question et je poserai à la fin de l'exposé de Philippe les 3, 4, 5 questions les plus likées. Donc, si a priori, celles qui dont les réponses intéressent un maximum de gens dans cette salle. Donc voilà, un immense merci à vous d'être là et à toi de jouer. Alors je crois qu'il va manquer la petite zapette là, non? Ah, elle arrive la zoupette. Bon, bah alors voilà. Donc on va attendre, je crois qu'elle descend, c'est ça? Bon, bah je vais démarrer en attendant que la zapette arrive, ça va faire venir la zapette. Voilà. Super. Bon, bah voilà, donc j'étais un petit peu inquiet, non pas de la parfaite organisation du C3D, merci pour votre invitation. Un peu inquiet à double titre. Alors le premier, il faut toujours être triple titre même. Le premier, c'est qu'il faut toujours être un peu inquiet quand même quand on démarre une conférence, parce que sinon on n'y met pas l'énergie nécessaire, même si effectivement j'ai déjà pris la parole ailleurs dans un certain nombre de cas. Non, inquiet parce que je me disais, je vais parler à un public C3D qui est plutôt très intéressé sur ces questions. Je pense que la question des matières premières, elle est montée en puissance depuis plus d'une décennie. J'y suis hélas pour rien d'ailleurs. Hein. C'est plutôt dans le monde anglo-saxon que ce sujet est monté en puissance, parce que simplement on est rattrapé par l'augmentation du prix des matières premières, par certains aspects géopolitiques. Ce qui a donné un peu le coup de départ, c'était notamment les premières restrictions sur l'exportation de terres rares par la Chine dans les années 2010-2011, qui a un peu lancé, on pourrait dire, le renouveau, je vais vous expliquer, de ces inquiétudes sur les matières premières. Donc voilà, je me suis dit, comment je cale la réunion? Je démarre en mode 2.0, si vous n'avez jamais entendu parler de ce truc-là, ou alors, si vous avez déjà regardé les 3 confs de Philippe Biwix, il va y avoir les mêmes punchlines et les mêmes blagues. Bon, puis après, je me suis dit, les gens, ils vont voir fort. Et bon, elle fait tout le temps. Enfin, à un moment, même s'ils connaissent les blagues, ils vont rire, donc ça va aller. Bon, alors, je ne dis pas que je vais vous faire autant rire que Florence Foresti, hein, c'est pas ça l'idée. Mais bon, donc un petit souci de calage de base. Et puis, l'autre souci que j'avais, c'est que les choses bougent quand même assez vite. Et en essayant de vous attirer avec un titre comme L'insoutenable abondance, évidemment, il y a déjà un peu la réponse dans la question. Si je ne poserais pas la question comme ça, si je ne pensais pas qu'on va avoir un souci sur cette logique d'abondance. Évidemment, pourquoi est-ce que je dis que les choses bougent vite? Parce que finalement, avec la poussée de l'IA, enfin en tout cas de l'IA générative telle qu'elle a débarqué dans nos vies, dans les sociétés, dans les entreprises depuis la fin 2022, en fait, on vit une espèce de moment un peu incroyable, parce que les gens qui ont le pouvoir médiatique, le pouvoir d'accès à la parole, etc., vous les reconnaissez à peu près tous. Si ce n'est pas le cas, on va les dérouler un peu. J'allais dire les descendre, mais ça serait mal interprété. Ce n'est pas du tout l'objet de cette conférence. Voilà, aujourd'hui, ils sont plutôt à promettre l'abondance, justement, c'est-à-dire vraiment, grâce à l'IA, notamment, grâce aux gains de productivité qu'on va faire avec l'IA, grâce à la robotisation, etc., eh bien, ce qu'on s'apprête à vivre, c'est un moment vraiment unique et incroyable de l'humanité. On va aller vraiment, non pas vers les pénuries, mais vers l'abondance.
Alors comme ça, pour dérouler quelques-unes de leurs phrases fétiches, donc vous reconnaissez à gauche Jensen Huang. Jensen Huang, c'est le fondateur de NVIDIA, donc c'est celui qui vend les pelles et les pioches de la ruée vers l'or de l'IA, hein, les cartes graphiques. Alors lui, il dit tout ce qui bouge sera robotique dans le futur. Tout ce qui bouge. Donc c'est pas juste les voitures autonomes et je sais pas quoi. Hein, c'est les machines, les pelleteuses, enfin voilà, un peu partout, tout ce qui bouge sera robotique. Bill Gates, fabriquer des choses, bouger des choses, faire pousser de la nourriture, ce seront des choses résolues pour l'humanité. On n'aura plus à s'en occuper. On ne s'occupera pas de faire bouger, de fabriquer des choses et de nourrir la nourriture. Sam Altman, lui dit qu'il va y avoir une loi de Moore de tout. Vous connaissez le principe de la loi de Moore, hein, cette expérimentation. Alors, elle n'est pas tout à fait morte en marketing, on en reparlera un peu, mais hein, cette idée que, alors lui, il simplifie un peu la loi de Moore, je vais vraiment vous la simplifier. En tout cas, la loi de Moore de tout, ce qu'il dit, c'est que tous les prix de tous les produits et services vont être divisés par 2 tous les 2 ans. Tous les services, tous les produits. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, vous avez des robots qui fabriquent des robots, et puis des robots qui fabriquent des robots, qui fabriquent des robots, qui fabriquent des choses. Donc à un moment, vous avez une abondance de tout. Le travail ne vaut plus rien, le travail physique. Donc du coup, voilà, on va aller vers. Il dit, imaginez, c'est vraiment des choses qu'ils écrivent. Hein, imaginez un monde dans lequel on va avoir tout. Alors, sauf peut-être le prix du foncier, hein, il y a 2-3 trucs sur lesquels ils ne s'engagent pas, mais on va dire, à part le prix du foncier, tout le reste divisé par 2 tous les 2 ans. Vous imaginez la trajectoire. Donc, ce qui s'est passé dans le numérique, quelque part, qui se passerait dans l'ensemble du monde physique. Puis le dernier, peut-être, il est un petit peu moins connu, je ne sais pas si vous voyez qui c'est Marc Andreessen. Marc Andreessen, il a fait fortune notamment en revendant, je crois, le navigateur Netscape. C'est quelqu'un qui fait vraiment la pluie et le beau temps dans la Silicon Valley. C'est un investisseur. Hein. Il est au conseil d'administration, je crois, de Meta. Il a aidé à lancer plein de startups, genre Twitter et tout ça. Marc Andreessen, il dit on va vers un nouvel âge d'or. Hein. C'est l'âge d'or de l'humanité grâce à l'IA. Donc vous voyez qu'on ne plaisante pas et on est vraiment allé vers quelque chose de formidable. Je ne sais pas si on peut les suivre ou pas, mais en tout cas d'un point de vue matériel, d'un point de vue physique, ce n'est pas la contrainte, ce n'est pas la pénurie de ressources qu'ils sont en train d'imaginer. Alors évidemment, l'autre version, hein, c'est la version, on pourrait dire Jared Diamond, alors c'est le collapse, au contraire. Hein, les courbes ne montent pas jusqu'au ciel, donc on va heurter plein de trucs et tout, et ça va mal se passer. Bon. Du coup, pour faire le point entre tout ça, pas facile, quoi. Alors en fait, ce débat sur est-ce qu'on va vers un âge d'or de l'humanité, est-ce qu'on va aller vers une abondance de plus en plus, ou est-ce qu'au contraire ça va vraiment mal se passer, c'est pas nouveau en fait. On le redécouvre aujourd'hui un peu depuis les années 2010-2020, mais en réalité ça a démarré il y a assez longtemps, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, où il y a des gens qui étaient ce qu'on appelle des conservationnistes, des biologistes spécialistes de la conservation des milieux, des animaux, etc. C'était né d'ailleurs dans le sillage du Dust Bowl. Pour ceux qui connaissent, dans les années 30, en fait, les États-Unis vont connaître un épisode de sécheresse et de perte de sol agricole extrêmement importante qui va les amener à mettre en place en fait, des politiques de conservation. Et c'est des financements comme ça qui vont aider des gens, des scientifiques à émerger un peu. Ensuite, gauche, c'est un ornithologue spécialiste des cormorans. Il a écrit Road to Survival. Ça, en français, c'est traduit par La fin du monde, FAIM. Un peu flippant. Hein. Et puis, suite droite, c'est le neveu d'un célèbre paléontologue, il s'appelle Fairfield Osborn. Il est président de la New York Zoological Society, donc vous voyez, encore un biologiste. Et lui, il écrit La planète au pillage. Voilà. Et ces 2 livres sortent en 1948. Ils sont vendus à plusieurs millions d'exemplaires en 1948, hein, je vous laisse imaginer. La population mondiale était un petit peu différente d'aujourd'hui. Et les deux ont la même thèse, en fait. C'est une thèse néo-malthusienne. D'ailleurs, ils se reconnaissent eux-mêmes de la pensée de Malthus, hein, sans vergogne, sans contrainte. Ils ne le prennent pas comme quelque chose de négatif. Ils disent, ouais, forcément, on va avoir 2 choses qui se passent. La première, c'est qu'on est de plus en plus nombreux. Il y a une poussée démographique. Hein, elle est attendue. Hein, elle va arriver. On sait qu'elle va arriver dans les années 50, 60. C'est l'invention des antibiotiques et l'amélioration de plein de choses, de la nourriture, etc. Et puis, on consomme de plus en plus. Hein, c'est ce qu'on va appeler bientôt le développement. De plus en plus par personne. Donc si on est plus de personnes à consommer plus, forcément, ça va mal se passer à un moment. Et donc on va heurter des limites planétaires. Et je n'utilise pas encore ce terme-là, mais c'est l'idée. Hein. Et ils le voient plus sur l'aspect agricole, mais ils font aussi une recension des ressources minérales, etc.,
pour dire que c'est pas possible, cette croissance va pas être soutenable. Très vite, en phase 2, vont se surgir en fait d'autres penseurs. Eux, ils sont plutôt issus des sciences sociales, plutôt des économistes, des prospectivistes, des futurologues. Le métier de futurologue va être inventé au début des années 50. C'est une officine qui s'appelle la Rand Corporation, qui dépend un peu de l'armée de l'air des États-Unis, enfin, elle est financée par l'armée de l'air des États-Unis. L'idée, c'est qu'il y a eu une poussée en fait d'innovation technologique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le calculateur numérique, la bombe atomique, enfin, voilà, vous pouvez mettre pas mal de choses, le radar, etc., les communications. Et que du coup, on ne peut plus penser le monde en 1945 comme on le pensait avant, ça va aller beaucoup plus vite. Il faut installer des systèmes de prospective différents de ce qu'on faisait avant, parce que le monde va bouger plus vite, et donc voilà, ça va s'appeler le métier de futurologue. Et eux, ils vont dire, bah non, en fait, les néo-malthusiens font la même erreur que Malthus. Malthus, il s'est planté à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe, parce que lui, il disait, vous savez, la population augmente, mais elle augmente moins vite que les rendements agricoles. Donc, au bout d'un moment, il y a des famines, ce qu'il appelait des checks, des Malthusian checks, c'est-à-dire, en gros, il y a soit une guerre, soit la maladie, soit la famine, qui permettent de réguler la population et de se réinscrire dans la capacité de charge du territoire. Et Malthus se plante globalement, parce qu'il n'y a pas de grande famine mondiale, il y a des famines locales au XIXe siècle, mais il se plante parce qu'évidemment, les rendements vont augmenter beaucoup grâce à l'innovation technologique, grâce à Liebig notamment, qui va découvrir qu'avec de l'azote, du phosphate et de la potasse, les plantes poussent mieux. En gros, je simplifie un peu. Il y a aussi des améliorations de variété, etc. Et ça va permettre évidemment de repousser la famine. Et donc, ces prospectivistes, ces futurologues, ils disent c'est la même chose en fait. Là, ce qu'ont fait Vogt et toute la bande, ils négligent le progrès technologique. Et en fait, en négligeant le progrès technologique, forcément, on heurte des limites. Mais justement, la capacité de l'espèce humaine, c'est de faire de l'innovation et donc de gagner et de repousser les limites. Et donc, on ne va pas vers la pénurie, mais on va vers l'abondance. Il y a un monsieur qui s'appelle par exemple Buckminster Fuller. Il est architecte, il est un peu futurologue aussi. Il va travailler jusque dans les années 60, je crois. Et lui, par exemple, il invente la notion d'éphéméralisation. Alors aujourd'hui, on dirait la dématérialisation. C'est cette idée que, en fait, on passe du câble de télégraphe en cuivre, on passe à des ondes radio, et donc on dématérialise, et donc on va pouvoir transporter plus de données avec moins de matière. Fuller, il dit on va pouvoir faire de plus en plus avec de moins en moins, jusqu'à faire tout avec rien. Cette idée qu'en fait, il n'y a pas de problème de matière première, parce qu'on va réussir à être dans une courbe permanente, en fait, où on va finalement quasiment créer des ressources juste parce qu'on les économise avec la technique. Alors, du coup, il va y avoir un débat assez puissant et assez long. Il va durer des décennies, dans les années 50, dans les années 60, au début des années 70. Alors, les tenants, en fait, les partisans de l'abondance par l'innovation technologique, ils vont se retrouver avec un petit surnom qui est cornucopians, les cornucopiens. Ça vient du latin, la corne d'abondance, cornucopiae. Et donc, c'est un mot qui arrive qui est manié par les gens qui pensent le progrès technique depuis le XVIIe siècle à peu près. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant. Mais en gros, ça vient d'une légende. C'est Cronos, en fait, le dieu Cronos, qui a l'habitude de manger ses enfants à la naissance. Qui est une mauvaise habitude, mais parce qu'on lui a prédit qu'un de ses fils allait le détrôner, donc il prend des mesures pour éviter ça, quoi. Et donc, à un moment, sa femme, Rhea, qui est aussi sa sœur, rien n'est parfait chez les dieux grecs, en a marre un peu, et en fait, quand Zeus naît, elle va emmailloter Zeus, elle va prendre Zeus à part, elle va emmailloter une pierre, du coup, il va manger une pierre sans se rendre compte, et puis le petit Zeus, il est élevé en Crète par une nymphe ou une chèvre, ça dépend un peu des versions, il s'appelle Amalthée. Et cette chèvre, en fait, le petit Zeus qui est déjà vigoureux va casser une corne sans faire exprès. Et donc, pour s'excuser, il va donner le pouvoir à cette corne d'abonder en fruits, en fleurs, pour toujours. Et donc, c'est un peu la légende de la corne d'abondance. Et donc, cette légende, elle va être reprise au XVIIe siècle par des penseurs comme Francis Bacon, par exemple, qui est vraiment un des premiers à penser le bonheur du genre humain par le progrès des sciences appliquées. Et ça va continuer comme ça. Alors les cornucopiens, ils ne sont pas très contents et ils vont dire les autres, c'est des doomsdayers, en fait, c'est des malthusiens, c'est des prophètes de l'apocalypse et ils prévoient l'apocalypse. Alors ça va continuer comme ça jusque dans les années 60. Dans les années 60, il y a un célèbre doomsdayer, il va devenir célèbre, c'est aussi un biologiste,
c'est pas lui. C'est Paul Ehrlich, un spécialiste des papillons, donc ouais, biologiste aussi d'origine, avant de devenir un spécialiste des questions démographiques et de la dynamique des populations mondiales. Donc il écrit La bombe P en 1968, toujours la même théorie, enfin toujours la même idée, on est de plus en plus nombreux, on consomme de plus en plus, ça va mal se passer. Puis en 1972, voilà, il y a vraiment un bouger assez important, puisque il y a à nouveau un rapport qui est fait, c'est ce qu'on appelait le rapport Meadows, donc Limits to Growth, donc qui est fait par voilà, cette équipe. Alors c'est un peu comme les Beatles, il y en a toujours un, on ne connaît plus son nom, mais vous avez Donella Meadows et Denis Meadows, le barbu au milieu, là. Et puis à côté de lui, il y a à leur gauche, c'est ça, à leur gauche, il y a le vieux monsieur, c'est Jeff Forrester. Jeff Forrester, c'est un spécialiste de la dynamique des systèmes. Et en fait, au MIT, ils vont pour la première fois programmer en fait, des ordinateurs pour essayer de modéliser le système Terre avec un peu ces bouclages. Donc on a des ressources, on les transforme par l'industrie, et ça crée des déchets, etc. Donc ils vont modéliser ça. Et ils vont découvrir un peu un truc incroyable, en fait, c'est que la croissance infinie dans un monde fini, si vous fixez les ressources, si vous fixez, est impossible. Voilà. Donc alors ça va faire dire à Solzhenitsyn, qui est encore en URSS à ce moment-là, qu'il a fallu des savants occidentaux d'avant-garde pour finalement découvrir ce que à peu près n'importe quelle grand-mère en Ukraine, en Russie savait, à savoir qu'une douzaine de vers ne peuvent pas ronger éternellement le même fruit. Vous voyez, cette idée un peu de voilà, la Terre qui est finalement un truc fini et qu'on serait en train de ronger, d'exploiter, hein, c'est cette idée-là. Toujours un petit peu, on revient un peu aux années 50 avec la planète pillée. Voilà. Alors ça, c'est encore plus de succès. C'est plus quelques millions d'exemplaires, c'est 10 millions peut-être, je sais pas, je crois qu'on doit être à 25 millions aujourd'hui de copies vendues. Alors il y a eu un petit revival, je pense, dans les années 2000-2010, mais voilà, c'est cette idée-là. Et là, du coup, les cornucopiens vont devenir hystériques, quoi. Parce qu'évidemment, il y a une espèce voilà, de modélisation un petit peu scientifique, si vous voulez, qui a été faite, donc, et qui pose un problème d'un point de vue du diagnostic. Alors, il y a un jeune type qui s'appelle William Nordhaus, lui, il n'est pas au MIT, il est je ne sais plus, j'ai oublié, mais dans une autre université de l'Ivy League. Et en fait, lui, il va décortiquer quelque part le rapport Meadows et puis essayer de montrer que méthodologiquement, en fait, il y a une erreur. Et d'ailleurs, patatras, devinez quelle est l'erreur? C'est que, comme d'habitude, comme tous ces satanés néo-malthusiens, ils négligent le progrès technologique. Et donc, il va introduire, en fait, dans ses équations, dans un papier en 1974 ou 1975, une notion assez intéressante, qui s'appelle la backstop technologie. Enfin, lui, il l'appelle la backstop technologie. Alors ça veut dire, en anglais on dirait, enfin en français on dirait technologie filet de sécurité, hein, backstop, c'est voilà, pour pas tomber. Cette technologie, c'est en fait une énergie infinie qui puise dans des ressources infinies et qui est totalement propre. Donc il introduit ça dans les équations, et devinez quoi? Avec une énergie infinie, même dans un monde fini, finalement, on peut faire de la croissance infinie, quoi. Voilà. Bon, il ne faut pas se moquer trop de lui, hein, parce que d'une part, il a été prix Nobel d'économie, enfin, prix de la Banque royale de Suède en faveur d'Alfred Nobel, en 2018, je crois, avec un autre monsieur qui s'appelle Paul Romer. Alors, pas pour la backstop technologie, hein, c'est pour des travaux ultérieurs sur la finance carbone qu'il a eu le Nobel, mais c'est quand même intéressant de noter que Paul Romer, lui, c'est un économiste spécialiste de l'innovation, spécialiste des effets de l'innovation sur l'économie. Donc, c'est vraiment cette idée, hein, qui est très prégnante de dire on s'en sortira toujours. Et d'ailleurs, plus il y a de contraintes, plus il y a de risques de pénurie, etc., plus il y a de la recherche, du développement, plus les entreprises essayent de faire des substitutions, de se sortir de telle ou telle matière première. Et donc, finalement, on n'a pas vraiment de problème. Alors, bon, moi, je dis quand même que... Alors, la deuxième raison pour laquelle il ne faut pas se moquer, c'est que dans les années 70, cette backstop technologique était à portée de main, hein, cette énergie infinie totalement propre, on y croyait vraiment, hein, c'était la fusion nucléaire. D'ailleurs, on y croit à nouveau, hein, cette idée que finalement, avec des molécules d'eau, grosso modo, je simplifie outrageusement, mais on allait pouvoir faire on pourrait faire de l'énergie. Bon, ça a quand même un peu ses limites, en fait, en vrai, parce que donc, j'ai mis la silver bullet parce que c'est Marc Andreessen, celui qu'on voyait tout à l'heure, qui parlait de l'âge d'or, qui dit voilà, c'est nos balles en argent. Vous savez, c'est l'idée de combattre le loup-garou. Hein, donc la balle en argent, c'est le truc magique qui va tout résoudre. Il dit, oui, la balle en argent, enfin on a une première balle en argent, c'est les SMR, les Small Modular Reactors, les petits réacteurs nucléaires, à fission nucléaire. Et puis en attendant, et la deuxième balle en argent, c'est la fusion nucléaire.
Bon, en fait, en vrai, hélas, ça ne marche pas tout à fait comme ça parce qu'on se heurte quand même à la puissance de l'exponentielle. Vous savez, cette courbe qu'on a un peu tous découvert. Enfin bon, certains l'avaient découvert quand même en maths, en terminale, je pense, parmi nous, ou en première, je ne sais plus. On va dire que la population en général l'a un peu découvert avec Covid-19. C'est l'idée qu'il y a un truc qui double selon un certain pas de temps, quoi. Donc quand il y a des malades, X malades, au bout de 5 jours, il y a 2 fois plus de malades, et puis au bout de 10 jours, il y a 4 fois plus de malades, et puis au bout de 15 jours, il y a 8 fois plus de malades, et puis au bout de 20 jours, on remplit son auto-attestation pour aller faire pipi au chien, quoi. Donc, parce qu'on est tous confinés. Donc c'est cette idée un peu du pas de temps. Et en fait, la croissance, c'est une exponentielle. En fait. Elle peut être à 2%, 3%, 4%, 5% par an, ou 1%, mais c'est toujours une exponentielle. Donc pour fixer l'ordre de grandeur, si on prend 2% de croissance par an, ça revient à doublement à peu près tous les 35 ans. Voilà. Donc si on augmente la consommation d'énergie ou la consommation de cuivre ou la consommation de je ne sais pas quel produit, l'huile de palme, que sais-je, eh bien, c'est un doublement tous les 35 ans. Voilà. Alors au début, ça va, x2 en 35 ans, x4 en 70 ans, c'est cool. Sauf que quand on continue, on part du ballon de foot, ça fait des gros trucs à la fin. C'est-à-dire qu'au bout de 1000 ans, je fais x2, 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 x2. Voilà, la puissance de 2, c'est assez violent. Et donc, au bout de 1000 ans, j'ai fait x400 millions par rapport au produit de départ. Donc, imaginons, je sais pas, le chiffre d'affaires de, Accor, par exemple. Je ne stigmatise pas la puissance invitante, mais voilà, en disant, quand même, si on faisait 2% de croissance l'année prochaine du chiffre d'affaires, en l'an 3026, le chiffre d'affaires d'Accor sera 400 millions de fois supérieur au chiffre d'affaires d'aujourd'hui, hors inflation, bien sûr. Donc ça fait quand même beaucoup de chambres d'hôtel, on verra. Mais vous appliquez ça un peu à tout. Et si on applique à l'énergie, c'est assez un peu incroyable parce que, en fait, si on prolonge encore un peu la courbe, on va jusqu'à 1500 ans à partir d'aujourd'hui, eh bien la puissance énergétique nécessaire à l'échelle de l'humanité, ça devient la puissance du Soleil, la puissance de l'étoile solaire. D'accord ? C'est pas très dur à faire. La puissance aujourd'hui appelée, donc on doit être à 180 000 TWh d'énergie primaire. Vous divisez ça par 8000 heures à l'année, ça doit faire une puissance appelée de 15-20 TWh. Je ne sais plus exactement les chiffres, mais voilà. Et vous faites x2, 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 ça va très vite, c'est assez facile. Et vous allez tomber sur 3 10 puissance 26, je crois, watts, qui est la puissance de l'étoile solaire. Donc il faut faire à ce moment-là, pour réussir à suivre cette courbe-là, on a inventé la fusion nucléaire, c'est cool. Mais il faut faire ce qu'on appelle une sphère de Dyson, c'est-à-dire qu'il faut entourer intégralement l'étoile solaire pour récupérer 100% de son énergie et l'utiliser à fabriquer, je ne sais pas quoi, des bouteilles en plastique et des trucs comme ça. Et on a 1500 ans pour le faire, donc c'est cool. Si on écoute Sam Altman et tout, il n'y a pas de problème, ça peut le faire. Alors Dyson, c'était pas un branquignol, c'était un monsieur très sérieux, des physiciens. Et la sphère de Dyson, elle a surtout été utilisée en science-fiction, dans des livres de science-fiction. Et en fait, lui, il n'était pas du tout dans la science-fiction, il était dans la vraie vie. C'était le programme SETI. Il cherchait des intelligences extraterrestres dans les années 60-70. C'était très à la mode d'essayer de chercher dans le fond du ciel des signaux extraterrestres. Et ce que disait Dyson, il disait, mais arrêtez de chercher dans le signal radio. C'est pas dans le signal radio qu'il faut chercher, c'est dans le signal infrarouge. Parce que s'il y a des civilisations suffisamment avancées, eh bien, elles ont peut-être entouré leur étoile d'une sphère. Et donc, cette sphère, ensuite, elle va réémettre son énergie dans l'infrarouge et pas dans les ondes radio. Bon, pour l'instant, on n'a trouvé ni l'un ni l'autre. À part, je crois, en Australie, à un moment, il y avait ils recevaient un signal toujours au moment à peu près entre midi et 13h, mais c'était le micro-ondes de la salle de la cafette de l'endroit où étaient les radiotélescopes. Donc, c'est une histoire vraie. Bon, donc, voilà. Donc, sphère de Dyson, 1500 ans, super. Hélas, 35 ans plus tard, il faut 2 étoiles. Donc, il faut très vite aller sur Alpha du Centaure, qui est à 4 années-lumière. Bon, alors on a 25 ans pour le faire, il va falloir quand même aller assez vite et tout. Bon, on arrive, on fait la nouvelle sphère de Dyson, cool. 35 ans plus tard, il faut 4 étoiles. 35 ans plus tard, il faut 8 étoiles, etc. Et bien, devinez ce qui se passe. Au bout de 3000 ans, à partir d'aujourd'hui, à 2% de croissance par an, il me faut l'intégralité de toutes les étoiles de la galaxie. On ne sait pas trop s'il y a 100, 200, 300, 400 milliards d'étoiles, mais vous avez compris, je m'en fous. Moi, je ne suis pas à 100 milliards près, puisqu'il suffit d'attendre 35 ans, et du coup, je passe de 100 à 200 milliards d'étoiles, donc tout va bien. Alors, le problème, c'est que la galaxie, elle est fait 120 000 années-lumière de diamètre. Ce qui fait que du coup, il faut conquérir un objet spatial qui fait 120 000 années-lumière de diamètre avec seulement 3000 ans.
Donc il faut absolument se projeter dans le monde où on invente du coup le saut dans l'hyperespace, hein, c'est Star Wars, tout simplement parce que sinon c'est pas possible d'aller aussi vite. Donc vous voyez un peu la question de la puissance exponentielle. Donc bon, là, à ça les économistes souvent quand j'en rencontre me répondent mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de faire de la croissance pendant les 50 ou les 100 prochaines années, c'est vrai. Mais c'est juste pour se dire que voilà, il y a quelque part, d'une manière ou d'une autre, le monde dans lequel on vit sera une parenthèse de l'histoire de l'humanité. Bon. Alors je reviens quand même à mes matières premières, et on va rentrer un peu dans le vif du sujet, pardon pour cette très longue introduction. Alors le débat, en fait, il va disparaître à la fin dans les années 1980, en fait, pour plein de raisons, en fait, et notamment parce qu'il y a la chute de l'URSS, enfin il va y avoir la chute de l'URSS, en tout cas il y a la chute des économies de l'Est. Ensuite, à partir de 1989, 1990, les États-Unis et bientôt l'ex-Union soviétique vont remettre sur le marché leur stock stratégique de métaux qu'ils avaient prévu pour faire la Troisième Guerre mondiale. Donc ça va faire baisser le prix des matières premières pendant plusieurs décennies. Donc le débat disparaît un peu. Le dernier moment où il y a un peu un débat, c'est en 1980, en fait, où il y a un monsieur à gauche là, qui s'appelle Julian Simon, qui est un grand cornucopien. Lui c'est un économiste aussi. Lui, il disait que il parlait de ressources ultimes. Il a un livre qui s'appelle The Ultimate Resource. La ressource ultime, c'est un clin d'œil géologue, hein, qui parle de ressources ultimes, de pétrole, de cuivre, voilà, sur un endroit donné. Et lui disait la ressource ultime, c'est l'être humain. Voilà, c'est l'être humain parce qu'en fait, plus on sera nombreux, plus on sera heureux, plus on aura de l'abondance. Parce qu'en fait, on va avoir de plus en plus de chercheurs, on aura de plus en plus d'innovation, donc en fait, on va repousser la pénurie. Bon. Alors peut-être pas de tout, hein, je ne sais pas s'il prenait ses vacances sur la Côte d'Azur, mais en tout cas, voilà, c'était cette idée-là. Et il dit, mais donnez-moi, moi je vais prendre un pari, moi Julian Simon, donnez-moi n'importe quelle matière première et n'importe quel terme dans le futur, et je vous parie que le prix va baisser. Et donc si le prix baisse, la science économique le dit, si le prix baisse, c'est qu'on va vers l'abondance et pas vers la pénurie. Celui qui relève le défi s'appelle Paul Ehrlich, c'est le monsieur des papillons de tout à l'heure. Il dit ah ouais, cool, vas-y, on fait le pari. Et ils prennent $1000, virtuellement, hein, $1000 de 5 métaux que Ehrlich a le droit de choisir. Il prend le cuivre, le nickel, le chrome, l'étain, le tungstène. Il les choisit bien, c'est des métaux qui sont assez peu substituables. L'étain, ça sert à percer, c'est un métal très dur, pas très substituable. Le carbure de tungstène, ça sert à faire des tunneliers, des trépans de forage pétrolier, etc. L'étain, c'est la soudure, le chrome, le nickel, c'est les aciers inox, on n'a trop rien d'autre pour lutter contre la corrosion. Le cuivre et les applications électriques, bon, il choisit bien tout ça. Et puis en 1990, patatras, c'est Ehrlich qui doit envoyer un chèque de $576 à Simon. Il perd son pari, d'ailleurs c'est sa femme Anne Ehrlich qui va signer le chèque sur le compte commun, c'est pas très sympa. Mais on est encore qu'en 1990. Hein. Voilà. Et donc en fait, Ehrlich tombe mal parce qu'en 1990, justement, c'est vraiment le creux de la vague. Et en dollars constants, en dollars courants, enfin même en prenant en compte l'inflation, les prix de toutes ces matières ont baissé et donc Ehrlich perd son pari et Simon le gagne. Et d'ailleurs, Simon est décédé, Ehrlich aussi est décédé d'ailleurs il y a quelques mois de ça. Mais aujourd'hui, il y a encore, alors sous la houlette, je crois, du Cato Institute, je ne sais pas si vous connaissez cette officine qui est à Washington, qui est un peu un truc, je ne sais pas comment on appelle ça aux États-Unis, libéral, libéral, mais pas au sens états-unien, libéral libertaire, un peu, c'est en gros, moins il y a d'États, mieux on se porte. Hein, en gros, c'est un peu cette idée de dérégulation, un peu dans la logique des économistes de Chicago. Eh bien, ces gens-là suivent toujours un Julian Simon Abundance Index. Et vous pourrez aller voir en cherchant ça, que chaque trimestre, ils publient en fait toutes les matières premières pour montrer que globalement, sur le long terme, à part quelques petites pénuries, un peu de détroit d'Ormuz de ci, de là peut-être, que ça a plutôt tendance à baisser. Et donc voilà, après cette longue introduction, super, mais on est toujours au même endroit. C'est-à-dire qu'en fait, on est toujours dans le même débat, avec la question de savoir si on va vers une pénurie, parce que à force de taper dans le stock, ça va quand même finir par mal se passer, ou est-ce qu'au contraire, on va vers l'abondance grâce au progrès technologique. Et là, vous avez une conférence qui date de 2019, je crois, de Jeff Bezos, donc c'est quand même pas un mariole, lui non plus, hein, ouais, donc, et qui en fait projette comme ça ce monde futur avec des grands tors, ces trucs en forme de donuts spatiaux qui tournent sur eux-mêmes pour assurer la gravité. Et vous voyez qu'ils sont assez gros, hein, parce qu'il y a le Duomo de Florence là, qui traîne au milieu, en gros. Bon, donc voilà. Et lui, il est vraiment dans cette logique de dire, ouais, en fait, il prend la même logique d'exponentielle. C'est assez marrant, parce qu'il part vraiment du même calcul que l'équipe Midos. Et il dit, ouais, on consomme... Alors lui, il prend 3%, c'est même pire. Il dit, aujourd'hui, l'énergie de l'humanité, c'est le Nevada.
Et puis dans quelques siècles, à 3% de croissance par an, même si on a de l'efficacité énergétique, il y a aussi un peu d'effet rebond, hein, il lui parle de ça, eh bien, il dit, voilà, dans quelques siècles, il faudra couvrir la Terre de panneaux solaires, donc c'est pas possible. Donc il dit, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la stase et le rationnement? C'est ça qu'on veut pour les enfants? Ou est-ce qu'au contraire, on veut la dynamique, le dynamisme et la croissance? Alors évidemment, tout le monde applaudit en disant, ouais, nous, on veut plutôt la croissance et le dynamisme. Hein, et du coup, il dit, bah, on a une bonne nouvelle, c'est qu'on va aller dans l'espace. Voilà. Et donc, du coup, dans l'espace, les ressources sont, alors, je crois qu'il dit infinies. Bon, vous avez vu qu'en fait, elles ne le sont pas tout à fait. Et donc, avec 2% de croissance par an, on peut sécher assez vite la ceinture d'astéroïdes. J'ai fait le calcul sur les étoiles, mais on pourrait faire la même chose sur les métaux. Donc, on en est toujours là. Alors, une fois qu'on est ça, bon, voilà. Un partout la balle au centre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et essayer de remettre un petit peu peut-être de compléter avec un peu de rationalité sur cette question des matières premières non renouvelables. Ça, c'est le métabolisme de l'humanité. Vous voyez ici à peu près 106, 110 milliards de tonnes. Donc, on a essentiellement, alors si on monte de bas en haut, vous avez d'abord les matières premières agricoles. Pour faire simple, un tiers de récolte, un tiers de résidus, dont on peut faire des choses parfois, de la paille, des tiges, etc. Un tiers de pâture et de bois, des forêts. Ensuite, on a les énergies fossiles, les 16 milliards de tonnes, là vous les connaissez bien, la moitié de charbon, l'autre moitié pétrole et gaz. Ensuite, en gris foncé, les minerais métalliques, je vais y revenir, 11 milliards de tonnes. Alors on ne consomme pas 11 milliards de tonnes, mais les minerais qu'il faut remuer et sortir, c'est 11 milliards de tonnes. Je vous réexpliquerai un peu tout à l'heure. Et puis le reste, le gris clair, bah, c'est plutôt des minéraux non métalliques, des minéraux de la construction, donc des granulats, du sable, de l'argile pour faire des briques, du calcaire pour faire des ciments, etc. Donc vous voyez, bah, évidemment, c'est en croissance assez forte. Ce qu'il faut se dire, c'est que cette augmentation de la consommation de ressources, c'est pas juste parce que souvent on entend des trucs avec ah là là, les terres rares, ah là là, les voitures électriques, ah là là, je sais pas quoi. Hein. Donc il y a beaucoup de confusion sur tout ça, je vais y revenir. Mais le premier vecteur de l'augmentation de la consommation de ressources, c'est l'urbanisation du monde. Hein. C'est pas la transition environnementale, c'est l'urbanisation du monde. Le deuxième vecteur, c'est la motorisation du monde. Le troisième, ensuite, c'est effectivement le numérique et la transition énergétique, qui vient amener évidemment une cerise sur le gâteau, alors qui peut être très forte, hein, dans le cas du lithium ou du cobalt, par exemple, qui sont des métaux de batterie électrique. Mais voilà, la base, c'est quand même plutôt l'urbanisation et l'industrialisation. L'acier inox, bah, ça sert à faire des laiteries, des usines chimiques, etc., etc., etc. Alors, si on regarde ça, bah, on dit ce qui est en bas, c'est renouvelable, 25 milliards de tonnes. Ce qui est en haut, c'est pas renouvelable, c'est du stock. Alors, ce qui est en bas, en fait, c'est renouvelable à condition de ne pas trop abîmer, évidemment, les forêts, de ne pas trop abîmer les sols agricoles, de ne pas trop artificialiser, donc entamer la capacité de ces sols à produire dans le futur. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, quand même, hein, quand on produit 1 tonne de nourriture, on jette 4 tonnes de terre arable à l'océan. Aujourd'hui, c'est à peu près le rythme mondial. Alors vous allez dire, je ne comprends rien à ces calculs, je vous le réexplique. Hein. 26 milliards de tonnes, on a dit un tiers, c'est la nourriture elle-même. Et puis 25 milliards de tonnes d'érosion des sols, ça fait à peu près ça, un ratio 1 pour 3, 1 pour 4. Après, il y a des calculs que je vous passe. Donc, ouais, on voit qu'on est quand même aussi, on a une autre ressource non renouvelable, ce n'est pas juste les métaux, ce n'est pas juste les minéraux, c'est aussi finalement les sols et la terre arable. Alors, si on zoome sur les métaux, hein, on va partir que sur les 11 milliards de tonnes de minerais. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va essayer juste de faire une micro-définition très très rapide. Ça, c'est un truc horrible à gauche. Donc, vous pouvez regarder que la partie de droite, ça sera plus facile si vous voulez. Donc, c'est une image de la croûte terrestre sur les premiers kilomètres d'épaisseur. Ne me demandez pas comment ils ont fait. C'est des trucs de géologues. Ils ont estimé voilà, les formations minérales, etc. Et on en déduit quoi? Que il y a 12 éléments abondants dans la croûte terrestre, c'est-à-dire qui forment plus de 99% du poids de la croûte terrestre. Coup de chance, dedans il y a le silicium, il y a le fer, il y a l'aluminium, c'est pas mal. 27% du poids de la croûte terrestre, c'est le silicium, parce qu'on le trouve dans le quartz, donc dans les granites, etc. Puis après, au milieu, alors c'est une courbe, c'est logarithmique, hein, donc on perd un facteur 10 à chaque fois, donc vous ne vous laissez pas surprendre, mais au milieu, on va dire, on va trouver des choses qui sont de 1 à 100 parties par million. Donc une tonne, c'est 1 million de grammes. Donc ça veut dire que si je prends une tonne de roche, et bien dedans, si j'ai 10 ppm, ça veut dire que j'ai 10 grammes. Voilà. Donc
ce qu'on appelle les métaux, on va les appeler rares, ou les éléments rares. Ils sont entre 1 et 100 ppm, donc 1 à 100 grammes par tonne. Donc si je vais dans votre jardin ou je sais pas quoi, et je donne un coup de pelle et je creuse, ben, ouais, je vais trouver des petits cubes comme ça de chacun des métaux, si j'arrivais à tout classer, en moyenne, sur la croûte terrestre. Et puis les derniers, ici, alors là, c'est plus une partie par million, c'est une partie par milliard. Donc ça veut dire que c'est plus un gramme, c'est un milligramme par tonne de roche. Et là, on va trouver ce qu'on appellera des éléments très rares. Ouh là là, des éléments très rares. Et donc c'est marrant, tiens, c'est pas pour rien qu'ils sont précieux. En fait, les métaux précieux, ils sont précieux parce qu'ils sont très rares. Voilà, donc on trouve les platinoïdes, on trouve l'argent, on trouve l'or. Alors ils ne sont pas précieux dans l'univers, pour le coup, mais ils sont précieux dans la croûte terrestre parce qu'ils sont ce qu'on appelle sidérophiles. Ils aiment le fer, ils aiment s'allier au fer. Et quand la Terre s'est formée, le noyau de fer a emmené avec lui le nickel, l'or, le platine et 2-3 trucs comme ça. Et donc en fait, on a une fortune formidable, mais elle est à plusieurs milliers de kilomètres de profondeur, donc on ne va pas pouvoir aller tout de suite le chercher. On va rester en surface. Alors quand on a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors on s'est amusé dans la BD à faire un truc qu'on peut faire qu'en BD, ou alors dans les bouquins de SF, c'est qu'on a pris la croûte terrestre et on a pelé la Terre sur 1 kilomètre d'épaisseur. Et ensuite, on a découpé un petit cube, en fait, et on a fait un espèce de Minecraft géant. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Si je prends tous les continents, 150 millions de kilomètres carrés, d'accord, je prends 1 kilomètre d'épaisseur, ça fait donc 150 millions de kilomètres cubes, donc ça donne 150 millions de petits cubes de 1 km par 1 km par 1 km. C'est pas mal, 150 millions, j'aime bien ce chiffre parce qu'en fait, c'est exactement la distance de la Terre au Soleil. Donc du coup, on peut s'amuser à faire une sorte de ruban spatial, vous voyez, qui fait 150 millions de kilomètres de profondeur par 1 km par 1 km. Et là, je vais trier les éléments de la table de Mendeleïev dans l'ordre pour voir un petit peu de quoi je dispose théoriquement si je creusais toute la planète sur 1 km de profondeur. Donc c'est vraiment ma dotation initiale. Avant même d'aller dans l'espace et tout, je regarde ce qu'on pourrait avoir sous les pieds. Alors, du coup, si je prends l'or, qui était tout à l'heure la partie un peu rare, on avait dit un métal très rare, l'or, et bien l'or, si je classe, c'est 89 mètres de long. 89 mètres sur 150 millions de kilomètres. D'accord? Donc, vous voyez, c'est précieux l'or, quoi, il n'y a pas de problème. Alors, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même 1,5, 1,6 milliard de tonnes. Ça fait beaucoup d'argent, mais c'est quand même pas grand-chose. Si je regarde tout ce qu'on a exploité depuis que l'humanité extrait de l'or sous forme de pépites dans les placers, dans les trucs, dans les rivières et tout ça, on a extrait à peu près 200 000 tonnes d'or, un petit peu plus. On augmente de 3 000 tonnes par an. Je simplifie un peu les chiffres, mais c'est à peu près ça. 200 000 tonnes, c'est une tranche d'1 centimètre d'épaisseur. Toutes les guerres, tous les trucs, les massacres, les vols à main armée, tout ça, c'est 1 centimètre d'épaisseur sur 89 mètres de longueur. Si je prends le cuivre, c'est 2700 km de longueur. C'est mieux quand même que les 89 mètres. Donc il y en a du cuivre, c'est bien. À peu près 20 000 milliards de tonnes. On extrait quelques mètres chaque année. Si on continuait au même rythme, alors évidemment, il ne faut pas faire de la croissance exponentielle comme tout à l'heure, mais imaginons qu'on continue juste au même rythme à extraire la même quantité de cuivre chaque année, on en aurait pour 1 million d'années devant nous. Cool, hein? Donc là, on va aller boire un pot, je ne sais pas, il y a un truc qui est prévu après ou... Bon, d'accord, super. Donc vous voyez que finalement, il y a une certaine abondance potentielle, en tout cas, sous nos pieds, parce qu'il y a quand même des grosses quantités. Évidemment, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce qu'on ne va pas pouvoir raser cette tour pour ouvrir une mine de cuivre. Je ne vais pas aller dans votre jardin pour ouvrir un truc et tout. Ça serait un peu stupide d'aller chercher du cuivre à seulement 50-60 ppm, c'est-à-dire 50-60 grammes de cuivre par tonne de roche. Je vais essayer d'aller dans des endroits qui sont un petit peu plus concentrés, qui vont plutôt être à 5, 10, 15, 20 kilos. Et en fait, je vais appeler ça une mine, je vais appeler ça une réserve. En fait, c'est Gaïa, c'est Gaïa, la planète vivante, qui a concentré tranquillement les réserves pour nous à certains endroits, précisément. Alors je dis vivante vraiment pour de vrai, c'est-à-dire vivante au sens géologique, au sens de la tectonique des plaques, de la formation des montagnes, du volcanisme qui est engendré. Tout ça, ça fait que, avec plein de mécanismes différents dans lesquels je ne rentrerai pas, puis je ne prendrai pas le risque qu'il y ait un géologue dans la salle, on ne sait jamais. Donc voilà, avec plein de trucs différents, ça a concentré certaines ressources à certains endroits. Et en fait, la notion de réserve, aujourd'hui, en fait, ce qui est choquant,
ce qui peut paraître choquant, c'est de dire par rapport à l'équipe Midos dans les années 70, eh bien les réserves, on n'a jamais eu autant de réserves en fait. Donc ils nous disaient qu'on allait avoir un problème de réserve, que ça allait finir par passer un pic de consommation, de production. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu une croissance phénoménale. Je veux dire, l'extraction de cuivre aujourd'hui par rapport à 1970, juste prenez 3% par an et remontez la courbe, vous allez voir que ce n'est pas beaucoup. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de réserves. Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais eu autant de réserves? Parce que la notion de réserve, elle est mouvante. Une réserve, c'est quelque chose que j'ai identifié géologiquement, que je peux produire avec la technologie actuelle et le prix actuel. C'est-à-dire qu'avec la technologie dont je dispose et le coût que ça va me coûter pour l'extraire, je vais pouvoir le vendre à quelqu'un sur le marché de façon rentable. C'est ça la définition d'une réserve. Et donc, évidemment, vous comprenez qu'il y a plusieurs manières de faire bouger les réserves, plutôt les faire bouger vers le haut, mais ça peut aussi bouger vers le bas. La première, c'est de faire de nouvelles découvertes géologiques. Donc on peut toujours aller plus profondément, on peut toujours aller sur des continents ou à des endroits où on n'a pas forcément regardé de façon aussi systématique que, je sais pas, en Europe par exemple. Mais même en Europe, on n'est pas descendu en dessous de quelques centaines de mètres et on peut descendre plus profondément. Les mines les plus profondes aujourd'hui, elles sont à 3000 mètres de profondeur en Afrique du Sud. Des mines d'or et mines de platine ne sont pas tout à fait à 3000 mais pas loin. Alors du coup, pour ceux qui ont des ancêtres dans le Nord, vous savez que quand on descend en profondeur, il commence à faire chaud très très vite. Et donc, quand on est à 3000 mètres de profondeur, on climatise la mine pour réussir à ce que les gens qui y sont tiennent. Mais bon, finalement, quand vous regardez l'industrie minière, il nous explique qu'on va aller vers des gigamines dans le futur qui seront plus profondes, qui seront mécanisées, qui seront robotisées. Et donc, on peut toujours descendre plus profond. La deuxième dimension, c'est la dimension technique. On peut progresser techniquement, indéniable. C'est ce qui s'est passé par exemple avec le pétrole. Les pétroles dits de schiste ou les gaz non conventionnels, c'est du progrès technique, c'est les puits horizontaux, forêts horizontaux, c'est la fracturation des roches, c'est des choses qu'on ne savait pas faire il y a 30 ans, il y a 40 ans, qu'on sait faire aujourd'hui, donc ça a créé des nouvelles réserves qu'on peut exploiter. Et puis il y a la dimension économique, c'est-à-dire que si le prix augmente, mécaniquement les réserves augmentent. Il y a plus de pétrole, il y a plus de réserves de pétrole à 100 $ le baril qu'à 50, il y a plus de réserves de cuivre à 8 000 ou 10 000 $ la tonne qu'à 4 000 ou 5 000 $ la tonne. Tout simplement parce que ça va engendrer des possibilités d'extraire. Aujourd'hui, les nouvelles mines, les nouveaux projets de mines de cuivre, ils sortent à 0,2, 0,3% de concentration, alors que ça aurait été de la science-fiction il y a même 10 ans, parce qu'on y trouve un peu d'or. Le prix de l'or est monté, merci Donald Trump, et donc du coup, le prix du cuivre monte aussi, et donc ça rend des choses exploitables potentiellement. Alors les entreprises minières, elles prennent des marges de manœuvre, évidemment, mais... Alors la preuve de ça, c'est que dans une mine de fer, vous avez 400 kg de fer, 400-500 kg de fer. C'est quasiment que de l'oxyde de fer, donc c'est facile d'avoir une grosse quantité. Dans une mine de cuivre, c'est plutôt 1 à 2% de cuivre. Dans une mine d'or, donc 1 ou 2% de cuivre, ça fait 10 kg de cuivre, 20 kg de cuivre. Dans une mine d'or, c'est 1 gramme d'or, 1 à 2-3 grammes d'or. D'accord ? Donc pourquoi, si on arrive à extraire 1 gramme d'or d'une tonne de roche, alors que c'est 10 kg de cuivre, parce que on paye l'or plus cher que le cuivre, donc logiquement, la réserve d'or, elle devient réelle et accessible. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'aura jamais de problème? Parce que c'est un peu cette idée, c'est de dire, bah oui, il suffit de faire monter un peu le prix, ou il suffit de faire du progrès technologique. Alors, si quand même, on va avoir des soucis, c'est qu'il y a une baisse de la qualité, de l'accessibilité des ressources. Pas pour tous les métaux, notamment les métaux abondants dont on parlait tout à l'heure, c'est un autre sujet. Je pense qu'on n'a pas forcément aujourd'hui de problème de mine de fer, même si elles sont un peu éloignées pour des raisons de pureté, de qualité du minerai, mais pour beaucoup de métaux, notamment le cuivre, notamment le nickel, on est dans une logique où on va avoir une baisse de la teneur, une baisse de la richesse des minerais. Donc chaque tonne de minerai va contenir de moins en moins de métal, pour une raison très simple, c'est que nos ancêtres n'étaient pas stupides, et nos contemporains non plus. On commence... pour la même quantité de camions, de pelleteuses, de traitement de minerais, de capitaux, etc., et de salaires, faut mieux s'installer à un endroit où on va extraire la plus grande quantité de métal. Et donc, ça veut dire qu'on va aller d'abord exploiter les mines les plus riches, c'est normal. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a des mines qui ouvrent, des mines qui ferment, plutôt des mines qui ouvrent d'ailleurs pour accompagner la croissance, mais il y a aussi des mines qui sont épuisées au sens de la définition de réserve. Et puis, si le prix augmente, peut-être qu'elles vont rouvrir 10 ans plus tard. C'est des choses qu'on voit passer. On a une sorte de courbe de descente comme ça de la qualité, de l'accessibilité des ressources, qui fait que, pour extraire la même quantité de cuivre, je vais avoir besoin de plus en plus d'énergie. D'accord ? Parce
qu'il va simplement falloir que j'aille chercher plus profondément, ou qu'il va falloir que je remue plus de tonnes de minerais. Donc, logiquement, on va avoir une consommation énergétique en hausse, qui est plutôt une consommation d'ailleurs d'énergie fossile à date, parce que c'est des gros camions, c'est des gros engins, plusieurs centaines de tonnes, donc ils ne sont pas encore électriques. Je pense qu'ils vont mettre un peu de temps avant de l'être. Donc, du coup, on a un impact comme ça énergétique et environnemental qui se démultiplie avec une sorte de cercle vicieux. Bon, pour l'instant, peut-être on ne se rend pas trop compte. Peut-être que ça mettra quelques dizaines d'années d'ailleurs, mais ou plus, j'en sais rien. Avec l'idée que des métaux moins concentrés vont consommer plus d'énergie pour les extraire. Mais à l'inverse, les processus énergétiques vers lesquels on va dans la transition énergétique sont aussi plus intenses en métaux que les énergies fossiles. Parce qu'ils sont moins concentrés, ils sont plus variables ou intermittents. Il faut du stockage parfois, par batterie, etc. Donc si vous regardez le kilowattheure quelque part de solaire avec sa batterie, eh ben, il est plus intense en métaux que le kilowattheure de la turbine à gaz, qui n'est pas souhaitable pour des questions autres, climatiques, mais en tout cas pour, pour cette question-là, métallique, c'est un sujet. Donc finalement, on pourrait se dire, si on était dans le monde avec une énergie infinie, le monde de William Nordhaus avec sa backstop technologie, pas de problème en fait. J'ai une énergie infinie, donc je peux continuer à descendre en profondeur ou en qualité de minerai sans aucun souci. D'accord ? Et donc, tout irait bien. Mais évidemment, on n'a pas une énergie infinie, enfin en tout cas pas pour l'instant. Et puis à l'inverse, si on n'avait pas de problème de métaux, on n'aurait pas non plus de problème de transition énergétique. Il suffirait d'installer la bonne quantité de batteries, d'hydrolyseurs, d'électrolyseurs, de tout ce que vous voulez. Mais c'est le fait qu'on ait les deux en même temps, une contrainte potentielle à la fois sur l'énergie et sur les ressources, dans une logique un peu systémique, on pourrait dire, qui vient créer la potentielle tension du futur, avec évidemment en plus des enjeux géopolitiques. Alors, peut-être un dernier point qui va peut-être vous choquer ou vous marrer, je ne sais pas. Donc moi, ça fait 15 ans 15-20 ans que je m'intéresse à ce sujet des ressources, donc je suis plutôt un piquiste, on pourrait dire, je ne sais pas comment dire ça, enfin dire, à un moment quand même, il va y avoir un souci, soit par le lien avec les métaux, même si les métaux en tant que tels, les ressources en tant que telles ne sont pas une limite planétaire, mais elles contribuent à heurter les limites planétaires, soit à travers le climat, à travers la pollution des déchets miniers, la pollution des process industriels, etc. Mais ce n'est pas une limite planétaire en tant que telle. Et alors la conviction, mais qui est pas... alors, je ne sais pas pourquoi il y a un petit bout de truc oublié, mais c'est de dire qu'en fait aujourd'hui, on n'est pas rattrapé par la pénurie des sources, on est rattrapé par la capacité des puits à encaisser. Des puits au sens biogéochimique, c'est-à-dire que le climat, voilà, l'atmosphère, c'est un puits de carbone, comme l'océan est un puits de carbone, les forêts en croissance ou les sols en bonne forme sont des puits de carbone. En fait, voilà, on extrait des choses, on les transforme et elles se retrouvent dans l'environnement sous forme transformée et elles s'accumulent. Donc, 2-3 exemples. Évidemment, les PFAS, les résidus de pesticides, les microplastiques, le cadmium dans les sols agricoles, qui a été épandu en même temps que les phosphates, en l'occurrence, donc qui a fini par s'accumuler, qui fait qu'aujourd'hui, je sais plus, je crois qu'il y a un tiers des enfants en France qui mangent plus que leur dose de cadmium recommandée par les autorités sanitaires, etc. Donc en fait, finalement, c'est peut-être plus la pollution généralisée, donc qui là pour le coup est une limite planétaire, qui va nous rattraper avant peut-être la question des sources et des ressources. Bon, je vais vite, parce que là je crois que j'enfonce gravement le timing, mais non, ça va. Alors, si vous voulez stocker des trucs sous votre matelas, en disant qu'est-ce qui va monter en prix, tout ça, vous irez regarder. Donc il y a quand même des choses qui ont plus ou moins de rareté géologique. On a dit tout à l'heure, il y avait des produits qui étaient plus rares que d'autres. Le tungstène, l'étain, par exemple, sont plus rares que le cuivre ou le nickel. Il y a la question géopolitique de concentration des réserves ou de concentration de la production, qui n'est pas tout à fait la même chose. La Chine, par exemple, en fait, elle produit plus que sa part de réserves ou de ressources actuelles. C'est pas juste l'usine du monde, c'est aussi la mine du monde en partie et le raffinage du monde. Donc on peut trouver, alors c'est pas que la Chine, le platine par exemple, la civilisation hydrogène, il faut des électrolyseurs, il faut des piles à combustible, dans les deux cas il faut du platine, c'est que en Russie et en Afrique du Sud. On sait géologiquement pour le coup à 90% qu'on n'en trouvera pas ailleurs. D'accord ? Donc du coup, alors peut-être dans l'espace, c'est un autre sujet, ça sera peut-être une question likée, je ne sais pas, mais voilà. Après, il y a la question de... Je suis un bon candidat à la pénurie s'il n'y a pas de substitution.
Voilà, donc le cuivre pour les applications électriques, le nickel, le chrome pour les aciers inox, l'étain pour la soudure, le platine, j'en ai parlé à l'instant, le tungstène. C'est marrant parce que tout le monde s'est excité longtemps, enfin s'excite encore sur les terres rares parce que voilà, il y a eu le buzz et tout, les journalistes ont fait un peu le travail. Aujourd'hui, la production de tungstène, la concentration de tungstène en Chine est plus importante que celle des terres rares, quoi, hein. Et sans tungstène, vous ne faites plus rien. Vous ne faites plus un forage, même un forage d'eau potable. Vous ne faites pas un tunnelier, etc. Bon, et puis après, il y a la demande qui va augmenter, ça va pas rester stable. Et puis, il y a la question du recyclage. C'est-à-dire qu'évidemment, plus c'est difficile de recycler, plus la pénurie est potentielle et probable. Parce que les économistes disent d'abord que quand il y a une tension entre l'offre et la demande, du coup, il peut y avoir une réduction de la demande, il peut y avoir de la substitution, mais il y a aussi une augmentation du recyclage. Concrètement, si le prix augmente, ça rend des processus de recyclage plus intéressants, plus pertinents, valides économiquement. Donc, finalement, ça doit permettre d'aider à équilibrer l'offre et la demande. Qu'est-ce qui est plus recyclable qu'un métal ? Réponse, rien. Autant les plastiques, c'est un peu la peine parce qu'ils sont souillés, ils sont mélangés, ils sont transformés, il y a des additifs dedans, c'est le bordel. Et puis surtout, les macromolécules finissent par s'abîmer, hein, à force de refondre le plastique et de refaire des plastiques. Il faut rajouter du plastique vierge avec des molécules, avec des chaînes moléculaires suffisamment grandes, parce que sinon, il finit par perdre ses caractéristiques. Donc selon les plastiques, on peut recycler 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Bon, 7, c'est un peu le maximum, je crois, pour le PET. Pour les métaux, il n'y a pas ce souci-là. D'ailleurs, on lit sur Internet assez facilement. Si vous allez sur, je sais pas, la Fédération du cuivre ou du nickel, les métaux sont recyclables à l'infini. C'est vrai que si vous prenez un câble de cuivre, vous refondez, vous fondez ce cuivre, vous le broyez, vous le fondez, vous refaites un câble de cuivre, il aura exactement les mêmes caractéristiques. Et vous pouvez faire ça ad vitam aeternam, effectivement. Donc ça, c'est le petit exemple. Vous savez, les 200 000 tonnes qu'on a extraits depuis l'Antiquité. Bon, voilà, finalement, l'or, c'est un de ceux qui a le meilleur taux de recyclage. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près 90% de tout l'or qui a été extrait depuis Crésus, si vous voulez, est toujours disponible. Voilà. Il a été récupéré siècle après siècle, millénaire après millénaire. Donc vous avez peut-être autour du doigt, autour du cou, un peu d'or du pactole. Mais c'est assez peu probable, hein, parce que comme les courbes de production ont été en augmentation très forte à la fin du 19e, avec les gold rush et au 20e siècle, et au 21e maintenant, bon, il est statistiquement peu probable que ça soit le cas, mais en tout cas, physiquement, ça serait absolument possible. Alors du coup, on pourrait se dire, finalement, ces calculs avec l'exponentielle et tout à l'heure, on dit on extrait de plus en plus, c'est une ressource non renouvelable, ça va être de plus en plus dur d'aller chercher du cuivre et tout. Bon, enfin, un peu bullshit, quoi, parce que, OK pour le pétrole on l'extrait, hein, ça marche pareil, hein, il y a des réserves et tout. Mais le pétrole, je vais le brûler, et puis du coup, il part dans l'atmosphère, c'est pas sympa pour le climat et tout, mais il a disparu pour toujours. Alors que, clairement, le tonne de cuivre que j'ai extrait, elle n'a pas disparu pour toujours, elle est vraiment disponible dans l'environnement. Donc finalement, on a eu un taux de croissance totalement phénoménal tout à l'heure, tiré, hein, comme je le disais, par l'urbanisation, la motorisation et la numérisation du monde. Mais finalement, cette poussée extractiviste, hein, qui va nous amener dans les 20-30 prochaines années à extraire plus pour chacun des métaux que pendant toute l'histoire de l'humanité, hein, c'est pas très dur à faire, hein. Dans une courbe exponentielle, l'aire de la dernière partie est toujours plus importante que toute la courbe qui la précède. C'est la définition même de l'exponentielle. Finalement, on pourrait dire que c'est une dotation initiale pour l'humanité, qu'on ait assez d'aluminium pour faire des canettes, assez de nickel pour faire je sais pas quoi, des ascenseurs inox, etc., etc. Et une fois qu'on a extrait tout ça, eh bien finalement, on va utiliser les métaux qui sont dans notre environnement, hein, qui sont dans la technosphère, dans l'anthroposphère, hein, dans les ordinateurs, les voitures, les bâtiments, et on va se servir de ça, et on va faire de l'économie circulaire. Et ça marche particulièrement bien avec les métaux. Hélas, hélas, non, ça ne marche pas si bien que ça. Ça ne marche pas si bien que ça parce que, d'abord, il n'y a aucun processus qui permet de recycler à 100%. C'est par définition, dès qu'on rentre dans le monde physique, voilà, c'est le principe de la thermodynamique, il y a toujours une petite partie qui s'en va, on va dire ça comme ça. Alors, elle n'a pas disparu, hein, au sens de Lavoisier, hein, tout se transforme, vous savez,
rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est pas tout se transforme, c'est que simplement ça va partir dans les laitiers, ça va partir dans l'atmosphère quand vous allez chauffer le métal. Rien que quand vous prenez de l'aluminium neuf, qui sort vraiment transformé à partir de l'alumine, juste le refaire chauffer pour faire de la fonderie, vous perdez 1 à 2% de l'aluminium. Parce que, encore une fois, il n'est pas perdu pour tout le monde, mais c'est un vrai sujet. Alors ça, c'est juste c'est un rétameur. Vous connaissez le principe de la vaisselle étamée. Donc étamée, ça veut dire de l'acier qui était couvert d'une fine couche d'étain. Et puis au bout d'un moment, ça s'use à force de faire la vaisselle, tout ça. Et donc il fallait rétamer la vaisselle. Et donc le rétameur passait dans les campagnes. Vous voyez qu'avec l'étain, je vous le disais tout à l'heure, c'est le métal de la soudure, de la brasure. Ça sert aussi en électronique, sur les cartes électroniques. Et donc c'est 252 degrés, je crois, pour le faire fondre. Donc avec un simple soufflet, vous faites ça facilement sur la 250 degrés. C'est pas très dur à atteindre sur la place du village. Et donc c'est un peu cette idée de l'usure. Et l'usure, elle est partout. Je veux dire, vous avez de l'usure sur le pantographe qui en cuivre, qui use la caténaire en cuivre. Vous avez dans plein de processus industriels, vous avez de l'usure. Alors après, il y a une autre contrainte sur le recyclage qui est la question des usages dispersifs. C'est-à-dire que pour recycler, encore faut-il récupérer la ressource. Or, il y a quand même plein de choses. Il y a un certain nombre d'usages de métaux qui ne sont pas des usages métalliques, qui ne sont pas des usages qui vont permettre de récupérer la ressource. Le métal emblématique de ça, c'est le titane. Alors là, pour le coup, c'est le contraire de l'étain. C'est plus de 2000 degrés pour le faire fondre. Donc la métallurgie du titane, c'est un truc très complexe. C'est un métal de l'aéronautique, un métal cher. Donc, quand on va démanteler les aéronefs en fin de vie, on essaye de récupérer ce titane. Mais 95% du titane est utilisé sous forme de colorant blanc, sous forme de TiO2, oxyde de titane. Donc vous allez le trouver dans les crèmes solaires, dans les dentifrices, dans les peintures, dans le papier, dans plein de choses. Donc là, vous ne récupérez pas en fin de vie. Vous n'allez pas gratter les murs du bâtiment que vous allez démanteler, que vous allez déconstruire en fin de vie pour récupérer les ressources. Et donc, il y a plein de choses comme ça, dans les encres, dans les peintures, dans les pigments, la bouillie bordelaise, pour ceux qui aiment bien le vin bio, c'est le fongicide bio, c'est le sulfate de cuivre. Donc, on va extraire du cuivre du Chili, c'est ça le principe, et on va aller l'épandre sur les terres agricoles. D'ailleurs, c'est pas très bon pour les terres agricoles, mais on n'a rien trouvé d'autre pour l'instant pour lutter contre les champignons. Bon, on pourrait parler des armes, on pourrait parler de plein de choses comme ça. Il y a plein d'autres usages dispersifs, évidemment, qui ne permettent pas le recyclage. Un de mes préférés, c'est les chaussettes au nano-argent. Vous connaissez ça ou pas? Donc l'argent, en fait, comme beaucoup de métaux d'ailleurs, a des propriétés antibactériennes. C'est un peu des métaux qui ne sont pas très compatibles avec la vie. Donc quand vous utilisez de l'argent, vous pouvez le cuivre aussi d'ailleurs, ça permet de lutter contre la prolifération bactérienne. Donc dans les hôpitaux, par exemple, vous pouvez trouver des poignées en laiton sur les portes, donc le laiton qui contient du cuivre et qui permet de lutter contre les maladies nosocomiales, par exemple. Donc, alors, ils voulaient mettre des poignées en argent, mais on n'avait pas le budget, donc ils mettent des poignées en laiton. Mais c'est le même principe. Et du coup, on utilise l'argent sous forme nanométrique pour en fait le mettre dans des tissus, comme les chaussettes de randonnée. Et ça permet en fait que quand vous arrivez en refuge de montagne, tout le monde retire ses chaussettes le soir. Et avant, c'était un enfer. Et maintenant, on respire. Donc, c'est un exemple d'usage dispersif, vous voyez, mais il y en a plein d'autres. Alors l'autre limite qui est encore plus embêtante ou importante, c'est qu'en fait, le câble de cuivre qui refait un câble de cuivre, c'est un exemple sympa, mais qui est assez rare en fait. Alors, il est réel, bien sûr, mais c'est assez rare. La plupart du temps, en fait, tous les trucs de la table de Mendeleïev, on les utilise sous forme d'alliage. Ils vont servir à amender des aciers, à améliorer la qualité des aciers. Donc il y a plusieurs milliers d'alliages différents. Je crois qu'il y en a 3000 rien que pour les alliages au nickel. Et puis vous pouvez avoir dans des super alliages, vous voyez dans l'aéronautique par exemple, vous pouvez avoir jusqu'à une dizaine d'éléments de la table de Mendeleïev. Même dans l'aluminium, dans les profils d'aluminium, vous avez un petit peu d'autres trucs qui vont améliorer les caractéristiques pour protéger de la corrosion, pour emboutir, pour des capacités mécaniques diverses et variées. Et du coup, quand vous arrivez en fin de vie, vous n'avez pas des milliers de poubelles différentes pour stocker ces milliers d'alliages différents pour dire je vais bien tout recycler comme il faut. Celui-là, il contient 3% de cuivre, donc il faut que je fasse quelque chose. Vous allez aller dans deux grandes filières. La filière des aciers carbone, qui ne contient pas grand-chose à part du fer, et puis la filière des aciers inox, qui contient du fer, du nickel et du chrome.
Et tout le reste, en fait, ça va être considéré comme des éléments traces, des choses qu'on ne va pas pouvoir récupérer correctement. Donc le principe est toujours le même, hein, c'est qu'en fait, on va démanteler un petit peu l'objet et ensuite on va le broyer. Donc une voiture, j'enlève les pneus, j'enlève les fluides dangereux, et après je broie. Et ensuite on va trier, on va trier des trucs qui sont aimantés, donc plutôt avec du fer. On va trier les métaux non ferreux avec des machines à courant de Foucault. On va trier les plastiques avec ceux qui flottent, ceux qui coulent, voilà, et on va partir dans les filières de recyclage. Et en fait, une voiture, ça contient plein de trucs, hein. Ça contient 3 km de câbles de cuivre, ça contient des petits moteurs dans les rétroviseurs, dans les sièges, ça contient de l'électronique dans le moteur. Tout ça, en fait, on n'a pas le temps de mettre quelqu'un à démonter tout correctement. Ça serait très long, en fait, hein, d'investir autant dans le démantèlement que dans la construction. Et donc, on broie tout ça. Et donc, le cuivre, le néodyme des aimants permanents, des petits moteurs, des trucs dans les haut-parleurs, etc., tout ça, en fait, ça va partir dans l'acier recyclé, en fait, et ça va être un élément trace de l'acier recyclé, qui sera d'ailleurs souvent un acier pas forcément de très haut de gamme, qui va servir essentiellement dans les ronds à béton, dans le ferraillage du béton armé. Et donc, vous allez finalement capturer pour toujours, en fait, ces atomes qui vous servaient autrefois à conduire l'électricité, un atome de cuivre ou à faire un aimant, un atome de néodyme. Et en fait, donc vous avez physiquement recyclé, donc vous avez parfaitement respecté d'ailleurs les normes de recyclage en poids de l'Union européenne, mais en fait, vous avez perdu la fonction pour toujours. Vous allez dégrader, vous allez avoir un recyclage en mode dégradé. Et ça, c'est vraiment un phénomène très très important et qui prend son maximum dans l'électronique, en fait, parce que dans l'électronique, on va utiliser des métaux en grande quantité, une quarantaine de métaux typiquement dans un smartphone, souvent en toute petite quantité, dans des produits qui sont miniaturisés, qui sont très intégrés, difficilement démontables. Pour vous donner un ordre de grandeur, par exemple, les terres rares qu'on trouve dans un téléphone, elles sont, si je compare au poids du téléphone, elles sont moins concentrées que la moyenne de la croûte terrestre, dont on parlait tout à l'heure. Alors évidemment, en fait, elles sont concentrées, mais à des endroits particuliers, dans les haut-parleurs, dans les micros, dans les luminophores des écrans, et donc en tellement petite quantité que par rapport au poids même du téléphone, elles sont très peu concentrées. Donc vous imaginez bien qu'on n'ira jamais récupérer les terres rares dans un téléphone usé, puisque c'est moins concentré que dans une mine. Donc à moins évidemment d'avoir des approches réglementaires diverses et variées dans le futur. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, voilà, il n'y a pas de pertinence. Voilà, souvent, ce n'est pas parce qu'on veut mal faire, hein, ce n'est pas parce qu'on travaille comme des cochons, hein, c'est juste parce qu'il n'y a pas de pertinence économique à faire ça. Dans un téléphone, les 40 métaux dont je vous parlais, c'est 2 euros de matière première. 2, 3 euros, allez, ça dépend un peu du prix de l'or. Parce que la moitié, c'est l'or, c'est 30 mg dans le microprocesseur. Tout le reste, tous les autres métaux, les terres rares et machin, le cuivre, le nickel, le truc, tout ce qu'on trouve là, ça fait moins d'1 euro. Si vous avez moins d'1 euro à récupérer, vous pouvez avoir une logique de métallurgie en broyant tout ça et en le mettant dans des fours et en essayant de récupérer les différents métaux. On le fait très bien, parce que de toute façon, dans les mines aussi, les métaux sont souvent mélangés. Donc, séparer les métaux est quelque chose qu'on sait faire d'un point de vue métallurgique. Mais pas forcément quand même 40 différents tous mélangés. Et puis, encore une fois, la question de la pertinence économique. Si vous n'avez que 2 euros, vous n'allez pas mettre quelqu'un très très longtemps avec un petit tournevis, une petite pince à épiler pour bien séparer les microcondensateurs au tantal, en disant ah ça c'est bien parce que je vais pouvoir récupérer le tantal dans les microcondensateurs. C'est pas possible. Vous avez juste touché le téléphone, vous avez déjà perdu de l'argent. Donc tout ça est très mécanisé et le fait que ça soit très mécanisé fait que le taux de recyclage est assez mauvais. Donc vous voyez, c'est ça le principe du recyclage, du cercle vertueux on pourrait dire du recyclage. Il faut d'abord récupérer la ressource, ça ne soit pas dispersif. Et puis, il faut recycler sans perte fonctionnelle. Le bilan de ça, c'est qu'à peu près la moitié des métaux, il y a 92 éléments stables. Je passe ceux qui ont été créés par l'homme avec quelques bombes nucléaires et autres. Il y a une soixantaine de métaux. Et dans ces 60 métaux, il y en a une trentaine dont le taux de recyclage mondial est de moins de 1%. Voilà. Donc, on est vraiment dans une logique. Alors, ce n'est pas vrai pour les grands métaux. Hein. Les grands métaux, le cuivre, le nickel, etc. On est plutôt dans des taux de 50, 60 à 90%. Le record, c'est sans doute le plomb, parce qu'il y a des enjeux sanitaires, une réglementation très forte. On utilise le plomb maintenant quasiment
j'exagère un peu, mais quasiment que dans les batteries de voitures thermiques et de bateaux et de choses comme ça. Donc c'est un usage qui est bien connu, on sait ramener sa batterie en déchetterie, etc. Donc les taux de recyclage sont plutôt très bons. En Europe, je pense qu'ils dépassent même 95-99%. Mais pour les grands métaux, c'est un peu moins. Et puis pour les petits métaux, bah voilà, on tombe à ces niveaux-là. Donc on est vraiment dans une logique un peu étrange. Pardon, juste pour finir, donc moi je suis un peu venu à ces sujets-là, notamment en lisant un gars qui s'appelle Nicolas Georgescu-Roegen, voilà, qui est un économiste des années 70. Et pour le coup, lui, contrairement aux économistes cornucopiens, il s'intéressait à cette question des ressources non renouvelables. Il avait même étudié le frais, ce qu'on appelle le frais, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, les pièces étaient moins solides, avec des alliages moins solides qu'aujourd'hui, et elles s'usaient. Donc au bout de 10 ans, vous perdiez quelques pourcents du poids de la pièce. C'est pas parce qu'elles étaient rognées ou je sais pas quoi. Et donc il disait, bah, c'est bizarre de faire de l'économie sans prendre en compte la question de l'usure des ressources, alors que même les pièces s'usent, quoi, quelque part. Bon, maintenant, elles s'usent plus. Hein, mais... Alors, Nicolas Georgescu-Roegen, il disait, à cause de ce phénomène, à cause de ça, du fait que finalement, mon dioxyde de titane, il va partir dans la mer. Hein. Il va passer d'abord dans une station d'épuration, puis après, il va passer dans la mer. Et puis mon autre atome de titane, qui était dans un alliage particulier, il va partir, lui, dans une ferraille à béton. Finalement, ces ressources-là, qu'on utilise aujourd'hui, ne seront pas disponibles pour les générations futures. Il faut juste se le dire. Une partie de ces ressources. Alors, au début, on peut dire, si, quand c'est 50% de taux de recyclage, c'est bien. Hein, 50% de taux de recyclage, c'est plutôt pas mal. Hein, vous avez vu, c'est pas 1. Faites 50% fois 50% fois 50%. Au bout de 3 cycles, mettons peut-être 50 ans pour une voiture, quoi, 3 fois 15 ans. Ou peut-être, je ne sais pas, 10 ans pour un smartphone, 3 fois 4 ans, je ne sais pas. Ouais, je fais des très mauvais calculs, je sais. Mais en ordre de grandeur, en fait, voilà, ça fait très vite, vous perdez 80-90% de la ressource d'origine. Hein, ça va très très vite. Hein, si vous êtes Alors c'est aussi des opportunités. Si on était capable de passer d'un taux de recyclage de 50 à 90%, mécaniquement, vous libérez quelque part des réserves potentielles, parce que vous abaissez la quantité de métal nouveau que vous avez besoin d'injecter dans le cycle économique. Alors Georgescu-Roegen, il disait, chaque voiture qu'on fabrique aujourd'hui, ça sera un soc de charrue non disponible pour les générations futures. Méga flippant. Moi, j'avais une voiture 5 portes à l'époque. Alors, en fait, je pense que c'est pas tout à fait vrai parce que l'acier, en tant que tel, voilà, si on fait un soc de charrue, alors déjà, il paraît qu'il faut plus trop faire de labour. Il y a des solutions sans labour et tout ça. Donc, est-ce qu'il faut encore trop de charrue? Après, il y a encore des centaines de millions de gens qui se nourrissent dans le monde aujourd'hui avec des simples houes. Et puis, vous avez vu, l'acier et le fer, c'est surtout un sujet climatique avant d'être un sujet de disponibilité de ressources, parce que c'est quand même un métal assez abondant. Il y a du fer à beaucoup d'endroits, même en France. On ne l'exploite plus parce qu'on préfère du fer de Guinée, d'Australie ou du Brésil, qui est beaucoup plus facile à travailler et moins cher à travailler, mais voilà, ça serait possible. Par contre, on pourrait finalement mettre à jour sa phrase aujourd'hui en se disant, tiens, chaque smartphone, avec les 40 métaux que je fabrique aujourd'hui, ça sera peut-être un équipement de radiologue, d'anesthésiste, de chirurgien, pas disponible, je ne sais pas quand, dans plusieurs siècles, quoi. Je me projette suffisamment loin pour ne pas faire collapsologue, mais vous voyez cette idée de la responsabilité qu'on a de dire que chaque ressource qu'on a extraite, elle va être disponible une seule fois. Ça va durer plus ou moins longtemps dans le cycle économique, mais ça va être comme ça. Bon, je crois que je vais passer, parce que je sais que vous êtes des spécialistes de l'effet rebond. Ceux qui ne connaissent pas l'effet rebond lèvent la main, mais alors au C3D, je serais hyper déçu. Bon, c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Il reste 3-4 slides, après on est bon. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? En fait, on ne peut pas l'annihiler complètement. On peut juste lutter contre ça. On peut juste freiner la vitesse à laquelle on extrait des ressources et on les dilapide ou on les disperse. Là, finalement, il n'y a que 2 solutions. Vous avez vu le cercle un peu percé tout à l'heure. Première solution, j'injecte moins dans le cercle. Deuxième solution, je fais tourner le cercle un peu moins vite. Voilà. Donc, première solution, ça s'appelle comme vous voulez. La sobriété, la frugalité, la réduction à la source. Ça peut prendre plein de formes. Le juste dimensionnement pour des voitures, pour des bâtiments, pour des bureaux, l'intensification des usages. Hein. Donc on se prête des choses, on partage la perceuse, le machin, on réemploie, on réutilise. On a de la multifonctionnalité. Je pense que tu es spécialiste de ça, Fabrice, avec le restaurant d'entreprise qui est un restaurant ouvert sur la ville aussi le week-end et le soir, etc. On essaye de dire, cette satanée ressource, je l'ai extraite, je l'ai incorporée dans un truc pour produire un service, pour fabriquer un produit. Comment est-ce que je fais pour que ça soit le plus intense possible en termes d'usage? Parce que finalement, je dois ça aux générations futures. Alors, petit clin d'œil sur le fait que, évidemment, quand je parle de sobriété, qui est un mot, évidemment, comme d'habitude,
polysémique comme développement durable et toute la bande, voilà, chacun, sobriété, ça peut vouloir dire plein de choses. La sobriété un peu post-démarrage de la guerre en Ukraine, un peu gouvernementale, c'est beaucoup de la sobriété efficacité dans l'industrie, et puis de la sobriété individuelle, covoiturage, baisser le chauffage, etc. chez soi. Il y a aussi une autre, donc elle est très utile, pourquoi pas, hein, mais il y a aussi une autre sobriété, qui est une sobriété, ce que j'appelle plus systémique, c'est-à-dire qui doit être organisée, amplifiée, amorcée, même parfois, par la puissance publique. Je vais vous prendre quelques exemples. Les réseaux télécoms. Moi, je n'ai pas encore compris pourquoi on avait 4 réseaux télécoms. Je suis hyper content qu'on puisse choisir différents opérateurs, mais est-ce que pour ça, il faut avoir 4 réseaux d'accès avec chacun ses antennes sur les toits, etc. C'est la seule industrie de réseau où, quand vous choisissez votre opérateur, il faut choisir aussi un réseau physique. Quand je suis chez moi, je n'ai pas 4 câbles de cuivre qui rentrent pour choisir mon fournisseur d'électricité, 4 tuyaux d'eau, 4 réseaux d'égout, 4 réseaux de route, 4 voies ferrées pour faire Paris-Strasbourg, etc., etc. Il n'y en a qu'un, un réseau mutualisé. On pourrait faire un réseau mutualisé, avec de la concurrence quand même. Simplement, il serait mutualisé et on économiserait pas mal de matière. Les transports, bon, alors là, c'est l'exemple de dire des petites voitures. Bah, c'est bien les petites voitures, mais si elles sont en même temps que des grosses voitures, c'est un peu anxiogène peut-être. Donc c'est d'un point de vue systémique, mettre en place des modes plus doux, des véhicules intermédiaires, etc. Ça ouvre certainement des questions d'utilisation de l'espace et de l'infrastructure. La construction. La construction, donc oui, on peut réfléchir à faire de l'éco-conception, à utiliser plus des matières premières issues du vivant, de la terre crue, du bois, de la paille, etc. Aujourd'hui, on a quand même 3 millions de logements vides. Alors, dont 2 millions, on peut considérer que c'est plutôt du transactionnel, mais il y a 1 million de logements qui sont disponibles depuis plus de 2 ans, qu'on n'utilise pas, parce qu'ils ne sont pas aux bons endroits, parce qu'ils n'ont pas la bonne forme urbaine, parce qu'ils sont durs à réhabiliter. Enfin, il y a 1000 raisons à ça, évidemment. Ils sont pas... Mais d'un point de vue, disons, systémique, la puissance publique pourrait réfléchir à remobiliser ça. On a 8 millions de logements qui sont sous-utilisés, dans la définition de l'INSEE. Sous-utilisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on compare le nombre de mètres carrés, le nombre de pièces avec le nombre d'habitants effectifs dedans, eh ben, ils ne sont pas nombreux dedans. Voilà, ça s'appelle la décohabitation. Il y a plein de raisons à ça. Les taux de divorce, le vieillissement de la population, le fait qu'il y a plus d'étudiants, c'est bien, il y a plus de foyers, mais on est de moins en moins nombreux par logement. On pourrait imaginer, par exemple dans les métropoles, que des couples âgés, enfin, dont les enfants sont partis faire leurs études ou créer leur propre foyer, accueillent des étudiants chez eux. Voilà, c'est des choses. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est purement culturel en fait. Hein, c'est de l'innovation culturelle. En Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est le sport national. Le logement est un peu cher et tout le monde a quelqu'un chez lui qui paye, qui paye une partie du loyer. Bon, etc., etc. Le deuxième sujet, faire tourner le cercle moins vite, c'est évidemment de concevoir des choses qui vont être plus simples à réparer, qui vont être réparables effectivement. Donc ça pose des questions autour de la modularité, autour de penser le démantèlement dès le début. Il y a effectivement les pièces d'usure et des choses qui s'usent et d'autres qui ne s'usent pas. Donc il faut essayer de donner accès et la possibilité à remplacer ces pièces. Alors c'est pas juste une histoire économique de dire il y a des méchants fabricants qui fournissent pas les pièces détachées, quoi. C'est vraiment plus complexe que ça. Il y a vraiment tout un sujet à aller chercher autour des matières, autour de ne pas créer des incompatibilités métallurgiques, à utiliser le moins d'électronique possible, à faire preuve de ce que j'appelle le techno-discernement, le discernement technologique, de dire encore une fois à quoi est-ce qu'on va utiliser ces satanées ressources qu'on a extraites au prix d'un impact environnemental phénoménal. Eh bien, à quoi ça sert d'avoir, je sais pas quoi, un affichage de température digitale sur mon réfrigérateur, qui en plus va faire les courses tout seul sur Internet. Voilà, donc cette espèce d'inflation numérique et technologique et des écrans qu'on a, finalement, quand même, dans pas mal de cas, est-ce que c'est si nécessaire que ça? Et donc, dès qu'on est dans le domaine de l'électronique, en fait, la réparabilité, elle descend d'un cran, hein, pour plein de raisons, ne serait-ce que déjà pour la capacité à diagnostiquer ce qui se passe. C'est pas impossible, évidemment, hein, de faire de la réparation électronique. Les smartphones sont un exemple, mais voilà, ça augmente le challenge. Bon, ça, j'en ai déjà un peu parlé. Alors, peut-être deux derniers trucs, je crois. Je crois que j'en ai... Qu'est-ce qu'il me reste? Ouais. Se dire qu'en fait, tout ça, quand même, donc, il y a 10 ans, je racontais à peu près la même chose, hein, avec à peu près les mêmes exemples. Bon, finalement, aujourd'hui, on pourrait se dire, c'est pas juste pour sauver la planète ou je sais pas quoi, ou réduire l'impact environnemental, ou bien dire, c'est super, en l'an 2200, ils pourront se payer un radiologue et un chirurgien.
je pense qu'on peut miser sur les co-bénéfices, quoi, hein. C'est comme le vélo, hein. Le vélo, c'est bien pour la planète, mais ça vous maintient aussi en forme, je sais pas quoi, on arrive en souriant au boulot. Bon, faut faire attention, c'est accidentogène aussi un peu. Et voilà, c'est cette idée que en réduisant, en mettant en place des modèles d'affaires, des solutions différentes, plus circulaires, plus locales, etc., eh bien, en fait, on réduit l'exposition à des chaînes de valeur mondiales. On réduit le risque d'avoir des matières premières qui font le yo-yo pour différentes raisons, soit parce qu'il y a une tension temporaire sur les ressources, parce que j'ai dit, on peut toujours aller creuser plus loin, etc., mais il faut quand même 10 ans, hein, entre le moment où on s'aperçoit qu'on n'a pas assez et le moment où une nouvelle mine peut ouvrir, donc 10 ans et $1 milliard, donc ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Donc c'est ça qui explique aussi qu'il y a un peu des phénomènes comme ça de haut et de bas parfois sur les matières premières. Ben voilà, en faisant ça, on s'expose moins à une évolution erratique. Et puis on peut travailler la question du tissu économique local, réparation, transformation, l'impact sociétal, le sens au travail aussi, de plus en plus. Je ne sais pas si c'est la Gen Z ou laquelle, mais qui dit attendez, qu'est-ce que vous faites? Oui, ça permet aussi d'avoir des objets plus simples, plus réparables, des systèmes plus circulaires. C'est aussi recréer de l'autonomie, recréer de la fierté, réfléchir à la vraie place de l'humain entre la machine, l'humain, l'IA. Alors évidemment, avec l'IA, tout ça explose et s'ouvre, hein. Encore, les questions sont toujours aussi pertinentes. Et donc voilà. Alors je crois que c'est Lénine qui disait comment faire. Alors c'est pas un très bon titre, mais il n'y a pas un bouquin qui s'appelle non, c'est Que faire, pardon, Lénine. Voilà. Alors la puissance publique, elle a un rôle, hein, indéniable, réglementaire. Hein, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle une voiture? Est-ce que voilà, 3,5 tonnes, une grosse voiture, est-ce qu'on appelle ça encore une voiture? Faut voir. La question fiscale. La question fiscale, c'est la réparation, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi on ne répare pas? Je vous l'ai dit, parce que les matières premières valent rien. Et au contraire, c'est la main-d'œuvre qui vaut quelque chose, parce qu'on a assis la protection sociale sur la main-d'œuvre. Donc tant que c'est comme ça, en fait, rien que vous ouvrir votre fer à repasser, monsieur, ça va vous coûter le prix du neuf, quoi. Et puis en plus, je ne vais pas vous garantir la réparation. Donc il faut probablement, à un moment ou à un autre, basculer vers une fiscalité plus environnementale pour aider à ça. Le pouvoir prescriptif, on l'a aussi dans les grands groupes, dans les entreprises, mais c'est aussi vrai pour l'État, pour les collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on met dedans? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore l'équivalent d'ordinateurs éthiques, durables, modulaires, dont on peut remplacer des pièces comme un peu l'équivalent du Fairphone? Pourquoi on n'a pas tous des Fairphones partout? Voilà, il y a plein de choses à faire. La question du soutien à l'innovation, etc. Et puis dans les entreprises, c'est de se dire, voilà, il y a encore, zut, il y avait déjà le CO2, machin, les trucs, la biodiversité. Il y a aussi la question des ressources. Bon, ça va créer des injonctions contradictoires, parce que des fois, est-ce qu'il faut un peu plus de ressources, un peu moins de CO2, au contraire? Il faut gérer ça. Mais voilà, il faut se poser cette question-là c'est quoi le cycle de vie? C'est quoi l'obsolescence entre software, hardware, etc. Il y a plein de pistes à aller chercher pour économiser les ressources avec des logiques. Alors, économie de la fonctionnalité, ça fait longtemps qu'on en parle. Bon, voilà, ça émerge un peu, il y a des signaux faibles, etc. Il y a aussi tout ce qui est refabrication, un remanufacturing. Donc l'idée qu'en fait, on a des matières premières précieuses, mais sous forme, pas juste de matières premières, mais sous forme de composants, sous forme de sous-systèmes qui s'usent moins que d'autres. Et donc on peut réutiliser, réincorporer dans le système. C'est vraiment quelque chose qui commence à apparaître. Moi, j'ai vu, par exemple, chez un fabricant de pièces automobiles qui essaye de réintégrer des microprocesseurs dans leurs pièces, arrivant de pièces de fin de vie, ou démontées de véhicules en fin de vie, parce qu'ils ont été échaudés en 2021-22 ils ont bloqué des chaînes de fabrication parce que les microprocesseurs fabriqués à l'autre bout du monde n'étaient pas dispo. Donc ça ouvre quand même des modèles de résilience, de fonctionnement en écosystème aussi, avec les fournisseurs et les partenaires, les clients, etc. Voilà. À vous maintenant de jouer, parce que c'est vous qui faites après, c'est pas moi. Un grand merci, Philippe. Il y a quelques questions quand même sur le Pigeon Hall. Donc, on va respecter le vote. Donc, il y en a une qui a raflé l'essentiel des suffrages. Mais comme c'est moi qui tiens le micro, je vais quand même t'en poser une qui n'est pas sur la liste. Avec Jacques Portellier qui est dans la salle ici de Carbone 4, là, il y a quelques temps, ils ont mis en place un projet qui s'appelle IF Initiative pour regarder comment le business mondial va être impacté par
la fin de l'abondance. Il y a 1000 raisons pour lesquelles l'abondance va se freiner. Et sur la demande mondiale d'un certain nombre de métaux à cause de l'intelligence artificielle, des voitures électriques notamment, et puis aussi des énergies renouvelables. Il y a certains géologues qui disent qu'il faudrait multiplier par 3 la quantité de cuivre entre maintenant et 2040, x 17 en nickel, x 19 en cobalt, x 70 en lithium. Donc, on a bien vu qu'il y a encore beaucoup de ressources. Mais est-ce que tu pourrais nous dire, tu l'as presque dit tout à l'heure, qu'il fallait presque 10 ans pour voir une mine. Donc il faut aussi des capitaux, il y a aussi des effets négatifs associés à l'exploitation de ces ressources sur la biodiversité, sur l'eau, etc. Donc tout ça, c'est pas très réaliste. Mais tu nous diras si ça te paraît réaliste. Et que ces données, quand même, qui sont des données publiques aujourd'hui, pourquoi, selon toi, on continue de croire qu'on va pouvoir les mobiliser et que finalement cette demande de l'industrie reste crédible aux yeux des politiques et des économistes? Ouh là 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 là, c'est une méga question ça. Bon, alors du coup, il y a plein de choses différentes dans les prévisions. D'abord, la question des prévisions. Alors, tu as des grandes agences comme effectivement l'Agence internationale de l'énergie, l'OCDE, qui ont fait un peu des calculs assez précis, hein, avec différents types de technos qui embarquent quel type de métal ou tel autre dans les éoliennes, dans les voitures électriques, dans les batteries, dans les trucs. Bon, dans l'hydrogène aussi, on parle tout à l'heure du platine. Et puis il y a aussi l'industrie qui elle-même commence un petit peu parfois à faire des sorties en disant attention, voilà. Alors l'industrie, il faut se méfier toujours un peu des annonces parce qu'ils ont par définition tendance je me souviens qu'à un moment les écologistes avaient crié victoire quand Total avait reconnu qu'il y aurait peut-être un pic de pétrole. Mais en fait, quand on écoutait le discours à l'époque de Total, c'était dans l'idée de dire attention, si on ne peut pas investir dans les endroits où il y en a, comprendre à l'époque le Venezuela, où il y avait une nationalisation un peu des ressources, et donc il y avait cette idée de dire si on n'a pas accès à ces ressources, on ne pourra pas les mettre en exploitation. Je pense qu'il y a un peu ça aussi dans les grands acteurs. C'est quand même ce sont des secteurs extrêmement oligopolistiques ou nationalisés, avec des flux qui sont vraiment mondiaux dès le départ, hein, parce que voilà, il y a une partie du minerai ne va pas être affinée à l'endroit où il est produit, etc. Donc il faut un petit peu raison garder sur ça. En fait, oui, c'est vrai que faire dire x3, x4, alors x19, x70, je suis d'accord que c'est compliqué. Mais x3, x5, x3, allez, à horizon 2040, fait le calcul, c'est 3% de croissance par an, quoi. Hein, 3-4, quoi. Donc, on l'a fait historiquement. Tu vois, quand j'ai commencé à m'intéresser aux métaux il y a 20 ans, la production de nickel de l'époque, c'est la production de l'Indonésie aujourd'hui. La production de nickel a triplé en 20 ans. Tu vois. Donc, alors après, aujourd'hui, les orang-outans, ils font le slalom entre l'huile de palme et puis les résidus miniers. Hein. Donc, c'est sûr. Mais donc, il y a, effectivement, je pense qu'on est rattrapé. Alors, moi, je pense qu'il y aura une combinatoire qui ne sera pas juste une question de manque de capitaux ou de manque d'énergie, en tout cas à horizon de quelques décennies. Je pense qu'en fait, il y aura une combinatoire de lutte locale pour dire quand même à un moment tout ça finit. C'est pas parce qu'il y a Internet qu'on voit de plus en plus de trucs surgir contre tel ou tel projet. C'est aussi parce que ça finit par se voir, hein, à force de faire x2 tout le temps. Donc il y aura ça, et puis peut-être de limites industrielles aussi, parce que derrière, c'est des machines, c'est des process, et donc on ne peut pas non plus d'un claquement de doigts faire la méthode Notre-Dame en disant je vais multiplier par 4 le cuivre d'un coup. Après, je pense que chaque métal est spécifique. Et on rentrerait dans la conférence, c'est-à-dire que le cobalt est un sous-produit essentiellement du nickel et du cuivre, donc il faut qu'il augmente en même temps que le nickel et le cuivre. Et historiquement, là, il a augmenté un peu plus grâce aux creuseurs de la République démocratique du Congo, donc c'est très spécifique. Le lithium, il y a à la fois des extractions de roches dures, ce qui sera le cas de la mine dans l'Allier, mais il y a aussi les salars, et c'est pas du tout les mêmes process, et pas du tout la même vitesse d'ailleurs de mise en œuvre. Voilà, donc on trouve plein de cas spécifiques, mais mon sentiment est que oui, il y aura des contraintes, et ces contraintes, elles vont amener, oui, à se poser des questions. Alors il y aura une partie qui sera d'innovation. Je pense que les batteries stationnaires aujourd'hui, par exemple, qui commencent vraiment à se développer. Hein. C'est à la fois, tu vas chez EDF et tu peux faire le pack batterie plus panneau.
bon, elles seront au sodium et pas au lithium, parce que c'est un peu idiot de mettre du lithium dans un truc qui ne bouge pas, parce que le lithium est précieux et le métal le plus rare, alors que le sodium, bah, voilà, c'est pas trop dur de le récupérer. Il y aura des contraintes peut-être de coûts qui font que les modèles de voitures qui sortent aujourd'hui avec des centaines de kilomètres d'autonomie deviendront un peu aberrants. Voilà, il y aura peut-être des solutions effectivement de partage de système. Il y aura aussi des solutions de recyclage qui seront un petit peu qui permettront peut-être, une fois que les produits arriveront en fin de vie, de commencer à réduire la pression. Donc voilà, il y aura un mix de tout ça. Mais personne n'est capable, je pense, dans un truc qui est tellement systémique, tellement qui interagit tellement avec 60 éléments de la table de Mendeleïev et 90 pays et des chaînes de valeur de fou. Je pense que c'est difficile de prévoir 2040. Quoi. Ça a sans doute toujours été, mais ça l'est plus que jamais. Merci pour cette réponse précise. Alors, on va quand même prendre la liste. Donc, d'où viendront les principaux conflits d'usage en ce qui concerne les métaux à court terme? Donc, on a déjà un petit peu répondu, mais bon, voilà, pour éclairer les gens qui sont dans la salle, ça va péter où, en fait, entre ceux qui... on voit bien déjà les conflits d'usage concernant la biomasse, entre ceux qui veulent faire voler les avions, rouler les tracteurs ou les voitures. Donc on voit bien que sur la biomasse, où vont aller les conflits d'usage. Sur les métaux, ça va friter où? Alors c'est un... Les canons maintenant, parce que, oui. Alors, avec l'armement là. Donc voilà, exactement. Alors c'est exactement ce que j'allais prendre, et peut-être s'anticiper une question sur l'IA, j'en sais rien. En fait, quand on regarde les métaux, quand même, globalement, bien sûr qu'il y a des profils spécifiques, mais c'est la foultitude d'usages que chaque métal a est toujours assez impressionnante, quoi. Et c'est assez rare d'avoir un métal un petit peu puriste, quoi. Je vous citais le plomb tout à l'heure parce qu'il a été chassé de plein d'autres usages. Mais en fait, en réalité, on trouve encore un petit peu de plomb, par exemple, dans les soudures même électroniques. C'est pas que de l'étain, il y a un petit peu de plomb et d'argent. Donc c'est toujours un peu complexe. Et souvent, c'est vraiment, enfin même la plupart du temps, ils sont sur des secteurs qui n'ont rien à voir. Donc, allez, je vais prendre le tantal. Le tantal, j'aime bien parce que c'est un produit, c'est un métal assez emblématique pour plein de raisons. Alors, premièrement, il s'oxyde très facilement. Donc, en fait, dès qu'on le met dans un four, il part en premier dans les laitiers. Donc, aujourd'hui, on ne sait pas le recycler. Il est inrecyclable physiquement. Il y a des recherches du BRGM, du CEA, du CNRS pour lécher les cartes électroniques avec des fluides supercritiques, c'est-à-dire à haute température, haute pression, pour récupérer le tantal avant qu'il s'oxyde, et on pourra le récupérer. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, pour l'instant, il n'est pas récupérable. Donc, premièrement. Deuxièmement, c'est un métal de conflit, c'est le coltan, colombo-tantalide. Donc, il alimente depuis 30 ans des seigneurs de guerre et 6 millions de morts en RDC, dont tout le monde se fout parce que c'est un peu plus loin que d'autres conflits. Et troisièmement, je l'aime bien, il est emblématique parce qu'il est emblématique des nouvelles technologies. C'est ce qu'on trouve dans les micro-condensateurs, les petits cylindres là, sur les cartes électroniques. Ils peuvent être au palladium, ils peuvent être au tantal. Et en fait, il n'y a pas forcément besoin de tantal pour faire un condensateur, c'est-à-dire un petit objet qui charge et décharge de l'électricité. On peut le faire avec de l'aluminium et un papier buvard, mais dans ce cas... Donc il y a des substitutions. Dans ce cas, voilà, il y a des substitutions, mais le smartphone fait la taille d'une brique. Dans ce cas, c'est la miniaturisation grâce au tantal, on a miniaturisé l'objet, et donc l'objet va prendre moins de place, donc il va assurer une portabilité qui n'aurait peut-être pas été assurée avant. Le tantal, c'est aussi un métal emblématique de l'aéronautique et de l'armement. Ça sert à faire des super alliages, dans les moteurs, etc. Donc l'arbitrage entre le tantal du numérique, du smartphone, et le tantal de l'armement aéronautique pour le coup et spatial, bien malin qui peut le dire. Je pense qu'il y aura effectivement des choses un peu régaliennes qui vont s'imposer d'elles-mêmes. Est-ce que ça viendra jusqu'à du réglementaire? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est pas le cas. Effectivement, on reste quand même dans ce paradigme de l'économie qui règle tout, quoi. Alors on n'est pas content parce que de temps en temps il y a des restrictions d'exportation, mais finalement les restrictions d'exportation, elles sont pas là pour nous priver de l'objet final en réalité, hein. C'est juste une politique industrielle pour dire, au lieu de te vendre des oxydes de terre rares, j'aimerais bien te vendre des luminophores. Tiens, au fait, au lieu de te vendre des luminophores, je t'aurais bien vendu l'écran avec, quoi. Puis au lieu de te vendre l'écran, bon, tant qu'à faire, je vais faire le smartphone. Et tu fais pareil sur la voiture électrique. Voilà, tu dis, au lieu de te vendre des CAM, ce qu'on appelle des cathodes active materials, donc des sulfates de nickel et de cobalt et de manganèse, et ben tiens, je vais te vendre la batterie complète, puis en fait, tant qu'à te vendre la batterie, en fait, je vais te vendre la voiture avec. Donc c'est vraiment plutôt des politiques industrielles plus que des restrictions sur dire comment on se partage les ressources. En réalité, finalement, encore une fois, la couche de valeur ajoutée
est tellement phénoménal par rapport à la question des ressources. Ce qui est embêtant, c'est ça, c'est que quand vous n'avez pas la ressource, vous ne faites pas l'objet. Mais il représente très peu dans le prix de l'objet final. Encore une fois, les 2-3 euros. Alors, dans une voiture, ça serait une proportion un peu plus grande. C'est quelques centaines d'euros de matières premières, mais c'est de cet ordre-là. Ce n'est pas en milliers d'euros non plus, sauf pour les voitures électriques. C'est pour ça que l'histoire de la réindustrialisation sans matières premières, ça va être compliqué. En fait, Surtout si on ne sait pas les recycler. Oui, alors de toute façon, il y a des choses qui vont venir d'un point de vue réglementaire pour le coup, même si d'un point de vue ça n'a pas encore de sens. Par exemple, les batteries lithium-ion aujourd'hui, on récupère donc les petites batteries voilà, des objets du numérique, on récupère pas le lithium, hein, on récupère le cobalt. C'est le seul qui a une valeur économique dedans. Le lithium n'est pas récupéré. Par contre, effectivement, avec les volumes qui augmentent des voitures électriques et l'obligation réglementaire qui arrive, voilà, le recyclage du lithium va arriver. Ce qui est dommage, c'est qu'on passe assez vite à la phase broyage-recyclage, alors qu'en fait, en réalité, dans l'usure d'une batterie, il y a différentes cellules, on pourrait changer des cellules, on aurait pu faire des modules qui étaient identiques, chacun a ses modules et sa manière d'intégrer des trucs. Donc en fait, on est vraiment dans cette logique un peu de concurrence très forte, là où il aurait fallu trouver une logique un peu de coopétition, je ne sais pas comment dire ça, mais qui aurait favorisé justement des phénomènes de réemploi, de réutilisation ou de réparation. On n'a pas parlé pendant ton exposé, mais enfin, tu ne pourrais pas parler de tout, mais il y a beaucoup d'industriels aujourd'hui qui s'intéressent aux nodules polymétalliques, avec une exploitation quand même extrêmement polluante des fonds marins. On peut y croire à ça, ou est-ce que c'est souhaitable de surtout pas y toucher? Alors aujourd'hui, de toute façon, le diagnostic mondial de la finance, c'est qu'il y a trop d'argent. Donc de toute façon, du coup, il y a de l'argent qui se déverse sur des trucs tout à fait improbables, dont marginalement quelques expériences sur les nodules polymétalliques. Alors, en fait, il y a plusieurs sortes de ressources sous-marines. Je dis ressources et pas réserves, hein, du coup, puisque aujourd'hui, avec la définition de la réserve, elles ne sont pas économiquement exploitables au prix actuel. Il y a les nodules polymétalliques, il y a les encroûtements cobaltifères, et puis il y a des sulfures hydrothermaux. Donc en fonction, on trouve un peu différents métaux, mais déjà les nodules polymétalliques ne résolvent pas tout le problème. Enfin, c'est essentiellement nickel, manganèse, éventuellement un peu cobalt pour ce qui est des nodules à 4000 mètres de fond là, dans le Pacifique. Et puis, ouais, je pense que effectivement, c'est une aberration d'un point de vue environnemental total, parce qu'en fait, pour des questions de bruit, de turbidité de l'eau, voilà, il y a mille raisons. En fait, dès qu'on fait un truc sous l'eau, de toute façon, c'est plus difficile de maîtriser l'impact environnemental que au-dessus de l'eau, quoi, pour mille raisons, quoi. Donc il faut éviter ça. Pour l'instant, moi, je pense pas qu'il y ait une pertinence économique qui arrive avant un certain temps, parce que voilà, aujourd'hui, dans les ressources terrestres, on va dire, alors il y a eu un ou deux exemples. Il y a eu Nautilus Minerals qui essayait d'extraire de l'or et du cuivre au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais ça s'est arrêté. Il y a effectivement quelques expérimentations. Oui, c'est vrai, c'est un peu la destruction créatrice schumpeterienne. Les gens qui savent faire des risers, des objets qui savent travailler en sous-marin, donc l'offshore pétrolier, s'intéresse à ces sujets-là. Donc il y a un peu de recherche et d'expérimentation. Mais je pense qu'en fait, c'est emporté par voilà, par les mines qui peuvent ou qui pourront ouvrir, ne serait-ce que dans le Grand Nord, canadien, en Sibérie, Groenland, ça fait un peu trumpien. Je pense que ça va être un peu de temps. Parce que vous comprenez qu'en fait, c'est pas juste une histoire de ressources, c'est une histoire de ressources et de sa mise en exploitation. Et pour mettre en exploitation une mine, c'est des milliers de personnes, c'est des gens qui font, je ne sais pas quoi, la maintenance des broyeurs, qui font la vidange des camions, que sais-je. Enfin, il y a 1000 trucs à faire dans une exploitation minière. Et donc, il faut une base logistique, il faut des routes, il faut des choses comme ça. Donc, c'est ça qui freine aujourd'hui l'exploitation du Grand Nord. Mais je pense que ça reste quand même plus simple, quelque part techniquement, que le fond des océans. Alors, deux dernières questions. La question... il y a les présidentielles là bientôt là. Il y a des enjeux de souveraineté. Tu n'as pas évoqué non plus le fait que le problème de la ressource minière, c'est une chose, mais entre la ressource brute et que la matière première devienne exploitable dans l'industrie, il y a un processus de raffinage qui est souvent extrêmement complexe, et que ces savoir-faire-là, on les a plus trop en Europe aujourd'hui. Et donc, quand bien même on aurait des ressources primaires, il faudrait aller les faire traiter ailleurs. Donc,
il y a des enjeux, enfin le Green Deal européen, c'était aussi de retrouver une certaine forme de souveraineté sur ces sujets-là. Donc tu as parlé de comment on pourrait mieux s'en sortir avec la sobriété, avec l'éco-conception, avec la fonctionnalité, etc. Mais on a affaire à des candidats aux élections qui sont quand même assez faibles au niveau des connaissances sur ces sujets. Et c'est dommage qu'ils n'écoutent pas plus les experts comme toi. Si tu les avais en face de toi, là, enfin, ceux qui ont un cerveau, je ne parle pas de Bordella, et qui lui, de toute façon, ne comprendrait même pas la question. Est-ce que, mais où trouve-t-il toute cette énergie? Voilà, c'est ça. Parce que, bon, là, donc un candidat, disons, avec 2 neurones connectés, tu leur dirais quoi? Je leur dirais, moi je suis plutôt pour on va dire une certaine réindustrialisation, à condition qu'elle fonctionne avec une logique de sobriété, de réparabilité, etc. Et à condition que ça ne vienne pas dégrader les ambitions environnementales qu'on essaye timidement de se donner depuis quelques décennies dans un continent comme l'Europe. C'est-à-dire que si c'est réindustrialisé pour dire oui, bon, écoutez, toutes les normes écolo, les machins, les études d'impact, les rejets, les machins, bon, on m'étonne Notre-Dame, quoi, parce qu'il faut aller vite. Et puis de toute façon, on est en concurrence avec les Chinois, les Australiens, les machins. Donc de toute façon, on va faire comme on peut, mais il faut que ça soit rentable, tout ça. Ça m'embête un peu. Alors, quelle solution il y a pour faire ça? Ça s'appelle une barrière douanière. C'est un peu choquant de dire ça, je sais bien. Encore que maintenant, parce qu'évidemment, on a vécu dans cette idée que la mondialisation heureuse, fallait descendre, etc. À la fois les tarifs, mais aussi finalement les normes, avoir des traités de libre-échange permettant d'échanger de plus en plus. Et donc, du coup, on se retrouve un petit peu coincé comme ça. Et alors, je pense que c'est en train de bouger politiquement pour différentes raisons, pas que des bonnes d'ailleurs, mais en Europe. Et un exemple, c'est les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, alors qui ne concernent encore pour l'instant que quelques produits, l'acier, le ciment, etc., mais qui sont quand même intéressants parce que je trouve, moi je l'ai pris comme un signe d'espoir, d'avoir reconnu que le mécanisme Kyoto et des échanges de permis d'émission en Europe n'avaient pas fonctionné comme il fallait, parce que soit ça avait désindustrialisé, soit tout simplement ils ne jouaient pas le jeu, quoi. Les cimentiers ils s'installaient en Turquie, en Égypte, ils importaient du clinker dans les ports européens, puis youp la boum, on transforme avec de l'argile et ça fait du ciment. Et ça n'aide en rien, quoi. Donc cette idée de dire, bah non, maintenant, si tu joues pas les règles du jeu à l'extérieur, moi je te taxe pour quelque part mettre un niveau de jeu qui soit OK avec mes industries locales. Je trouve que voilà, il faut aller démultiplier ça. Alors c'est très compliqué, hein, mais je pense qu'on trouverait des proxys pour le faire. À mon avis, il faudrait mettre plus d'énergie sur ça que sur tous les reportings divers et variés qu'il faut faire pour raconter qu'on est bien. Et donc voilà, à ce moment-là, on produit plus cher localement. Quand on importe, ça permet aussi de financer quelque part, les taxes permettent de financer les mutations locales. Et puis tout coûte un peu plus cher peut-être, mais comme on consomme moins parce qu'on a des mécanismes de réutilisation, voilà, et on essaye de faire tout ça avec un peu de justice sociale et avec le rythme qui va bien. Alors c'est facile un peu à dire comme ça. Heureusement, on ne me donnera pas l'occasion de mettre en œuvre moi-même. Méfie-toi. Ouais, mais voilà, je pense que ça serait un peu ça l'idée, d'essayer de marcher sur les 2 pieds, et certainement pas juste de dire on a un pays trop complexe, fort sure, la réglementation fort sure, et donc fort sure, faites pas chier, quoi. Non, parce qu'on a besoin, dans cette complexité, de gérer un petit peu tout. Et il y a aussi la question de l'artificialisation, il y a aussi la question de la pollution généralisée, etc. Merci encore Philippe. On peut l'applaudir. Merci à vous.